Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. On est le 15 novembre 2017 et on est parti pour la séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale, commentée en direct avec vous. Ça va commencer dans un quart d'heure, on a un petit quart d'heure pour commenter ensemble, pour préparer ensemble cette émission, pardon, pour essayer de faire le point sur l'actualité et essayer de voir quels sont les sujets d'actualité dont on aimerait bien, sur lesquels on aimerait bien interpeller le gouvernement. Si vous étiez député, sur quoi est-ce que vous voudriez que le gouvernement vous réponde? Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. Et rebonjour à toutes celles et à tous ceux qui étaient là ce matin avec nous, ce matin à midi, pour la conférence de presse post-Conseil des ministres, où le porte-parole du gouvernement pour encore quelques jours, Christophe Castaner, a présenté le Conseil des ministres de ce matin. Et ce qui s'y est dit, je rappelle que Christophe Castaner va devenir le patron du parti politique En Marche ce week-end, on le sait, puisqu'il est le seul candidat à la tête de ce parti. Voilà. Mais c'est une info politicienne, mais qui n'a rien de très très politique. Encore que, y a déjà des responsables politiques opposants qui se sont émus de voir un porte-parole, pas un porte-parole du gouvernement, mais plutôt un secrétaire d'État chargé des relations avec le gouvernement, qui allait cumuler cette fonction, peut-être pas, avec la responsabilité de chef du parti majoritaire. On verra bien. On verra bien. Donc toi en tout cas Arthur, si tu étais député, tu poserais une question sur l'actualité en Afrique. Ah non pardon, non tu demandes au chat. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe au Zimbabwe, un coup d'état, en tout cas ça a l'air bien vénère. Oui effectivement au Zimbabwe, une partie des militaires ont pris le pouvoir ce matin, en expliquant que c'était pas un coup d'état, et en disant qu'ils s'en prenaient à des gens, mais pas au président, que le président va bien, qu'il est en sécurité. C'est un peu bizarre cette histoire au Zimbabwe, on n'a pas beaucoup plus d'informations pour l'instant, mais voilà. Mais voilà, en tout cas ce matin au Conseil des ministres on a parlé des Jeux Olympiques de 2024 avec un projet de loi qui va permettre de faciliter l'organisation de ces Jeux, qui a été adopté ce matin au Conseil des ministres. Ils ont parlé de quoi d'autre ce matin? Du projet de loi de finances rectificative, oui effectivement, c'est essentiellement ça sur l'exercice en cours, avec notamment la mise en avant de l'augmentation d'un certain nombre de prestations. Je rentre pas dans le détail, mais sur l'allocation adulte handicapé, sur la question de l'hébergement d'urgence, etc. L'actualité un petit peu plus politique par ailleurs, ailleurs qu'en France, il y a toute la question de ce qui se passe en Arabie Saoudite, en lien avec l'Iran, en lien avec le Yémen, etc. C'est un petit peu bizarre, on ne sait pas très bien ce qu'il en est de Rafik Hariri et de sa famille, dans quel état est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils sont, quand est-ce qu'ils rentreront au Liban, est-ce qu'ils rentreront au Liban, c'est pas sûr. On sait qu'Emmanuel Macron est passé à Riyad il y a quelques jours, profitant d'une visite à Abu Dhabi. Donc il y a déjà toute cette question là qui est un peu compliquée. On a parlé de Zimbabwe à l'instant. Au niveau national on pourrait parler aussi de la présentation de la politique de la ville, sur les quartiers prioritaires par Emmanuel Macron il y a quelques jours seulement. On pourrait parler des commémorations du 11 novembre et surtout du 13 novembre, avec le débat qui enflamme actuellement la toile sur Mediapart contre Manuel Valls et contre Charlie Hebdo, sur la question de la laïcité et de la duplicité, de la complication, enfin de la complicité du terrorisme. Tout ça est un petit peu compliqué. Il n'y a pas vraiment de lecture politique au sens gouvernemental et parlementaire du terme, même si dans le domaine des idées c'est très important. Question au ministre de l'Intérieur. Quel est l'objectif des 150 policiers et agents de l'État qui ont fait une descente géante dans un quartier du centre-ville de Nantes? Il y a eu une descente géante dans le centre-ville de Nantes? Je sais pas, effectivement, peut-être qu'il pourrait répondre. Si t'étais député élu de Nantes, tu pourrais avoir une réponse à cette question. Question. Comment comptez-vous aider à réduire le réchauffement climatique à l'heure où 15 000 scientifiques nous alarment sur la situation critique de l'environnement? Très bonne question, sachant que c'est particulièrement dans l'actualité, puisqu'il y a effectivement ces 15 000 scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme, et ils ne tirent pas la sonnette d'alarme à n'importe quel moment, puisqu'on est en pleine COP23 à Bonn, en Allemagne, présidée par les îles Fidji. Donc c'est le moment de parler du réchauffement climatique et de l'action, ou de l'inaction d'ailleurs, des gouvernements sur ce dossier-là brûlant. Le président Mugabe semble tout de même assigné à résidence. D'accord, ça c'est pour le Zimbabwe. Une question par rapport aux sportifs. La France vient de recevoir l'accueil de la Coupe du Monde de rugby 2023. Oui, on l'a appris là pendant la pause. La France va accueillir la Coupe du Monde de rugby en 2023, un an avant les Jeux Olympiques. Dis donc, 2023-2024, ça va être les grands moments du sport, hein.
Une question sur la Syrie à Le Drian. Oui, effectivement, sur la Syrie, il y a des sujets, notamment la chute de Raqqa, qui était la capitale de l'autoproclamé État islamique, Daesh, avec des questions sur que sont devenus les combattants qui étaient à Raqqa. Et il y a des soupçons, en tout cas ça a été révélé par plusieurs journalistes, qu'un certain nombre de combattants aient pu s'exfiltrer parmi les réfugiés et se retrouver aujourd'hui en Turquie et projetteraient de commettre des attentats en Europe. C'est une question un petit peu brûlante. Euh, donc voilà, effectivement, on peut poser une question à Laura Flessel sur ce sujet-là, même si Laura Flessel, du coup, elle va s'occuper de ça, mais elle va aussi s'occuper des Jeux Olympiques. Décidément, la secrétaire d'État chargée des sports a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Elle est secrétaire d'État ou ministre de plein exercice Flessel? J'oublie à chaque fois. Laura Flessel, ministre. Ministre des Sports. Ministre. Euh... C'est peut-être l'expo, et peut-être l'expo universelle de 2025. Ah ouais? Oh, ce serait dingue. T'imagines, Coupe du monde de rugby, Jeux Olympiques, expo universelle. Bam! 3 ans, coup pour coup. Ce serait fou. The Real Acropolis, le modo de Mister MV. Oui, oui, tu es bien sur la chaîne du modérateur de Mister MV lui-même. Absolument, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Un like sur le live de YouTube pour référence Acropolis. Oui, faites. Allez sur le live YouTube et mettez un pouce bleu. Mettez un pouce bleu, c'est important pour aider au référencement du live. Donc faites ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet d'actualité sur lequel vous aimeriez entendre le gouvernement? Autre question. Pourquoi vouloir accueillir tant d'événements sportifs en moins de 10 ans? Bah déjà, c'est pas la France qui décide du créneau. Mais quand il y a une opportunité, c'est bien d'accueillir un événement sportif, non? Ou pas d'ailleurs. Acropolis, tu ne participes pas au Fight for Sub? Non, j'ai pas été invité. Un jour peut-être. Hmm. L'augmentation du prix du tabac, effectivement, l'augmentation du prix du tabac, ça date de seulement 48 heures. C'est lundi que les paquets de clopes sont passés enfin, ont augmenté de 20 centimes, 20 ou 30 centimes, je ne sais plus. Donc la question de la politique de la lutte anti-tabac, ça peut être une question à poser aujourd'hui, effectivement. Euh, hmm. Des questions sur la politique de la ville, ouais, après la sortie d'Emmanuel Macron sur la Tourcoing. Effectivement, que compte faire le gouvernement pour aider les quartiers populaires avec la question des emplois aidés. Oui, Emmanuel Macron s'est énervé contre les gens qui défendent les emplois aidés. Enfin, qui défendent, oui, c'est ça, qui réclament plus de moyens pour les contrats aidés. La réforme de la sélection à l'université. Oui, effectivement. Effectivement, ça aussi, c'est un sujet dans l'actualité, avec le plan étudiant qui est en train d'être lancé, mais surtout la réforme prévue pour l'année prochaine. De l'enseignement supérieur avec cette question: que va devenir admission post-bac? Est-ce qu'on va continuer à avoir des tirages au sort à l'entrée à l'université? A priori c'est pas prévu. Et est-ce qu'il va y avoir des barrières à l'entrée à certaines filières universitaires? Ah, pour le FFS il faut être affiliate ou partenaire, c'est pour ça que vous n'avez pas été invité. Oui, d'accord. Malheureusement. La liste noire des médicaments, un avis de la ministre de la Santé. La liste noire des médicaments, tu veux dire ce qui est sorti récemment de 60 millions de consommateurs sur l'automédication, c'est ça? Les trucs contre le rhume, les machins comme ça. Oui, effectivement, ça peut être une question à la ministre de la Santé, encore que comme c'est des médicaments hors prescription, en vente libre... ouais, en même temps, il y a des médecins qui ont dit qu'ils voulaient plus que les médicaments puissent être vendus hors prescription. Donc oui, ça peut être une question à la ministre de la Santé. Monsieur le Premier ministre, pourquoi ne pas continuer les emplois aidés? C'est mieux de payer des chômeurs à faire quelque chose qu'à rien faire. Ça peut être une question à poser au Premier ministre, effectivement, qui te répondra. Sur le même thème que Emmanuel Macron ce week-end. Des pharmaciens refusent de les vendre maintenant? Il y a des pharmaciens qui refusent de vendre du Dolirum et des trucs comme ça, j'y crois pas une seconde. Je débarque un peu, vous avez parlé du Zimbabwe. Non, je pense que ça fait l'heure du jour des questions. Oui, j'espère que ce sera l'heure du jour des questions, justement, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations en fait. C'est un peu compliqué. C'est très 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 récent. Ça date de ce matin seulement. Donc peut-être que Jean-Yves Le Drian pourra nous apporter des réponses.
Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme actualité? J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui a parlé effectivement de la visite en Israël de quelques parlementaires français et européens qui se sont fait refouler du territoire d'Israël. Des parlementaires qui sont accusés par le gouvernement israélien de soutenir la campagne BDS. Hop là! Et ce qui justifie, selon le gouvernement israélien, leur refus de visa. Hello à tous, c'était chouette la première hier soir. Oui, la première émission Salut les filles, hier soir en direct sur Acropolis. Euh, la nouvelle émission d'Acropolis présentée par Nina avec Louise et Paloma. Monsieur le Premier ministre, à quand un débat sur l'euthanasie? Ah, intéressant. Ça peut être aussi l'occasion d'aborder ce genre de questions-là. Enfin, ce genre de questions, c'est-à-dire de mettre dans le débat des questions qui ne le sont pas suffisamment à ton goût. Des parlementaires français, oui, 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 des parlementaires français, on parle bien de ça, ouais. Notamment Daniel Obono et Clémentine Autain, députés de la France Insoumise. Mais c'est pas les seuls, hein, il y a aussi des députés européens. J'ai pas la liste en tête, mais voilà. Je réfléchis un petit peu sinon dans les sujets d'actualité, de quoi on pourrait parler cet après-midi. Oui, il faudrait parler évidemment de la lutte contre le réchauffement climatique avec la COP23, on en a parlé. Hmm. Ah ouais, si, il y a la question de la majorité sexuelle. La question de la majorité sexuelle suite à cette décision qui a fait polémique hein, sur la question de l'agression sexuelle et du consentement d'une gamine de 11 ans. Avec du coup le gouvernement qui prévoit de proposer un projet de loi pour encadrer l'âge à partir duquel on peut être consentant. Le harcèlement sexuel chez les jeunes du Parti Socialiste, chez les jeunes socialistes, c'est possible encore que je vois pas très très bien ce que le gouvernement pourrait répondre là-dessus. Si ce n'est sur la question plus large du harcèlement sexuel, mais spécifiquement chez les jeunes socialistes, peut-être une question sur la sortie de Star Wars 8, ce serait bien. Les 100 marcheurs qui veulent quitter le parti parce que c'est pas démocratique, non, ça je vois pas très bien ce que le gouvernement pourrait avoir à répondre. Ça, c'est vraiment de la vie interne du parti politique. À quand le don du sang autorisé pour les homosexuels? Mais c'est déjà le cas, ça. Ou si c'est pas effectif immédiatement, en tout cas la décision a déjà été prise. Pour moi, c'était sous le principe d'un quinquennat que ça avait été discuté, ça. Il y a déjà eu 2 questions hier. Oui, c'est vrai, non, ouais, s'il y a déjà eu des questions hier. Après, ça n'empêche pas qu'il y en ait à nouveau aujourd'hui, mais c'est vrai que ça a déjà été traité. Si c'est autorisé à condition de ne pas avoir eu de rapport depuis un an. Non, de rapport à risque. Ou de rapport tout court. Non, de rapport à risque. Si, il y a un sujet dont on va peut-être parler, c'est Altis. Altis. Altis, le groupe maison mère d'SFR, avec Patrick Drahi à sa tête, le groupe Altis qui, en 3 jours, a perdu plus de 60% de sa valeur en bourse. C'est une véritable catastrophe et ça pose de véritables questions sur le maintien des emplois. Est-ce qu'SFR va disparaître? Est-ce que c'est la faillite? Euh, c'est un vrai sujet, ça. En gros, si la personne est consentante, mais il est mineur et son partenaire majeur, il sera poursuivi. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est une question de- d'absence de consentement présumé. Je rentre pas dans le détail, c'est de droit pénal de base, mais c'est... Voilà, il n'y a pas d'automaticité jamais. Chers amis, il est 15 heures, on va se mettre un générique dans les oreilles. C'est parti pour Direct à N et on se retrouve tout de suite en direct de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. À tout de suite.
Et on est en direct de l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour la séance de questions d'actualité au gouvernement qui va commencer d'une minute à l'autre quand les députés se seront installés dans l'hémicycle et que le président ouvrira la séance. Je rappelle l'exercice, 15 questions de députés de tous les bancs, 15 réponses des ministres, 2 minutes par question, 2 minutes par réponse. Et à la fin ça fait 1 heure. Voilà, sachant que les questions... Le but du jeu, c'est que les questions portent sur des sujets d'actualité. C'est bien pour ça qu'on appelle ça la séance de questions d'actualité au gouvernement. Hors de question d'époncher les 50 milliards d'euros de dette d'Altis. S'ils font n'importe quoi, c'est normal qu'ils coulent. SFR trouvera quelqu'un pour les racheter sans problème. Ouais, enfin c'est quand même une très très mauvaise nouvelle pour les salariés, parce que les salariés ils y sont pour rien. Hein, voilà, s'ils se mettent à perdre leur boulot juste parce qu'il y a des décisions qui ont été prises et qui sont mauvaises... c'est pas cool. Et aujourd'hui, il y a 16 questions. Ah oui, s'il y a un député non inscrit, alors on passe à 16 questions. Tout à fait. Du coup, c'est possible que l'État rachète SFR si Altis coule. Tout est possible, tu sais, oui, l'État peut racheter, peut devenir majoritaire au capital, ouais. Hop. Hop, 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 hop. Et le président François de Rugy qui monte au perchoir pour présider la séance. Hop, ça je le mets là. La séance est ouverte. Allez, c'est parti. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement et la première question est posée par monsieur Alain David. Alain David, le premier député qui va ouvrir cette séance, le député socialiste du groupe Nouvelle Gauche, qui nous vient de la Gironde. Monsieur David, si vous voulez bien poser votre question. J'arrive. Allez, c'est parti. Ça commence. La question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances. Face à la menace du biodiesel argentin, le groupe Avril présente un projet de recours à l'activité partielle concernant les sites de production de biodiesel de sa filiale CEPOL. La baisse de la production concernerait, à compter du mois de février 2018, Grand Couronne, Bassins, Le Mériot, Montoire de Bretagne et Sète, soit 20 000 emplois. Alors que CEPOL et le marché français des biocarburants subissent depuis 2015 une dégradation persistante, l'application par la Commission européenne depuis le 28 septembre dernier d'une réduction des droits anti-dumping sur le biodiesel argentin aggrave considérablement la situation. Ce contexte rend indispensable l'adaptation immédiate de la production de CEPOL afin de préserver la compétitivité et l'avenir des activités de trituration et de vente de biodiesel issus de la filière agricole française et l'emploi qui lui est associé. Alors ça peut paraître du japonais pour ceux qui, comme moi, sont pas des spécialisés en biodiesel, mais grosso modo Alain David c'est un député de la Gironde qui pose une question sur le maintien des emplois dans une filière dans laquelle il y a des emplois dans sa circonscription en Gironde, et notamment la filière du biodiesel. Apparemment il y a une entreprise en question à un prix nettement inférieur au prix de qui a des problèmes, et donc ça mène des inquiétudes, et ça légitime le fait de poser une question au gouvernement pour savoir ce qu'il en est et ce que compte faire le gouvernement pour soutenir cette filière-là en particulier. En l'absence de contre-mesures efficaces de l'Union européenne, environ 2 millions de tonnes de biodiesel de soja seraient importées chaque année en Europe, au détriment du biodiesel de colza européen, et ceci dès à présent car les premiers cargos argentins arrivent dans les ports européens. Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous prendre? C'est ça, il y a des cargos argentins qui viennent livrer du pétrole beaucoup moins cher en fait, c'est ça le problème, c'est que ça effondre les prix. Les 20 000 emplois dédiés. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et c'est le ministre de l'Agriculture qui va répondre là-dessus sur les biocarburants. Monsieur le député Alain David, vous avez raison, le contexte commercial du marché des biocarburants a évolué et les barrières douanières contre le biodiesel argentin viennent d'être levées après la décision rendue par l'OMC en septembre. Ce carburant mélange hydrocarbures et huile végétale, vous l'avez dit. Et sachez-le, nous sommes soucieux ici au gouvernement de la pérennité de la filière des biocarburants en France et de sa compétitivité. Les biocarburants constituent à ce jour la solution la plus mature pour remplacer à la fois les produits fossiles dans le secteur des transports. Biocarburants, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est des carburants qui sont issus de culture, d'agriculture. C'est pas du pétrole qu'on va chercher sous terre, c'est du pétrole qu'on cultive. La filière des biocarburants conventionnels contribue également à l'autonomie protéique européenne par la production de coproduits
tel que le tourteau de colza, qui permet de réduire aussi les importations de soja. Je sais que cette filière représente 25 000 emplois, dont 16 000 emplois directs et sur 26 sites industriels. Le gouvernement est mobilisé sur ces enjeux, monsieur le député, à la fois dans le cadre des discussions nationales, mais aussi dans le cadre des discussions européennes. Sur le plan national, les discussions autour du projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie ont permis l'adoption d'un amendement durcissant les critères de durabilité pour le biodiesel. Et concernant le plan européen, dans le cadre du projet de directive dite RED II, le gouvernement français porte le maintien d'un plafond à 7%. Voilà, donc c'est quand même une question très technique sur un sujet très spécifique, avec une réponse tout aussi circonstanciée de la part du ministre Stéphane Travert. Dans les transports, qui vise ici à développer les carburants de deuxième génération. Vous le voyez, monsieur le député. Donc en gros, le député comme le ministre s'adresse davantage à la filière elle aussi, et elle du biocarburant qui visiblement est très inquiète en ce moment. de l'agriculture et de l'ensemble des membres du gouvernement. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Célia Delavergne. Allez, on change de sujet et de groupe politique puisque c'est En Marche. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, lundi, EDF a annoncé une révision à la baisse de ses objectifs financiers pour 2018, ce qui a conduit immédiatement à une chute de 12% du cours du titre en bourse. EDF avait déjà en octobre dernier annoncé des résultats financiers plus faibles qu'attendus pour l'année 2017. De telles annonces soulèvent la question de la solidité financière d'EDF et de sa capacité à financer les investissements importants programmés dans les prochaines années. Plus largement, ces annonces conduisent à s'interroger sur la stratégie et les moyens d'EDF dans les mutations du secteur énergétique que nous sommes en train de vivre. Monsieur le Premier ministre, mardi 7 novembre, RTE avait présenté 5 scénarios possibles de transition énergétique, comme cela était prévu dans le Code de l'énergie et en préparation de la future programmation pluriannuelle de l'énergie, prévue à la mi-2018. Tous les scénarios confondus reposent sur une accélération et la libération du potentiel des énergies renouvelables, avec à minima un doublement, voire un triplement de leur production. Si la gestion de la production d'énergie nucléaire est un pilier d'EDF, il est indispensable que l'entreprise s'investisse dans le renouvelable, aussi bien financièrement qu'en termes de ressources humaines dédiées, de management et d'organisation de ces sujets au sein du groupe EDF, dont je rappelle que l'État possède plus de 83% du capital. Et quand même, ouais. Donc les problèmes d'EDF, c'est un peu les problèmes de l'État. Et c'est un peu ce qu'explique Célia Lavergne, la députée de la Drôme, qui est polytechnicienne, figurez-vous. Elle a fait Polytechnique ainsi que l'école des ponts et chaussées. Elle est ingénieure, spécialiste de l'urbanisme de profession. Mais en tout cas, dans le cadre du groupe En Marche et de ses activités de parlementaire, c'est elle qui suit les travaux sur la question de la consultation sur le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises en matière numérique. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur le Premier ministre. Et c'est le Premier ministre qui va répondre sur cette question de la chute en bourse de EDF, Monsieur qui le inquiète Président, le gouvernement et l'État. Les députés, madame la députée, depuis plus de 70 ans, EDF occupe dans le paysage français, dans l'économie française, j'allais dire presque dans l'imaginaire français, une place à part, une place essentielle. EDF, c'est l'entreprise qui a porté, en partie, mais de façon très significative, la reconstruction nationale après la Seconde Guerre mondiale. EDF, c'est une entreprise qui a permis une production d'électricité dans des conditions de sûreté reconnues et qui garantit aux Français, aux Françaises, aux Français, aux entreprises qui sont installées en France, un accès sûr à l'électricité à un prix abordable. C'est une entreprise dont nous savons tous ici combien elle est attachée à sa mission, à son outil de production et combien, lorsque les temps sont difficiles et lorsque nous avons à répondre à des crises climatiques, physiques, combien les agents qui font vivre EDF sont à la hauteur de la mission que nous leur confions. Édouard Philippe qui commence par prendre de la hauteur et par parler plus globalement d'EDF et de l'importance stratégique d'EDF. Un peu plus d'une semaine, j'étais à Saint-Martin. Avant de répondre plus spécifiquement sur la question de cette petite crise actuelle, quel ministère gère les entreprises où l'État a la majorité des capitaux? C'est le ministère des Finances.
Économie et des ce finances, qui avait été indiqué parce que via l'agence des participations de l'État. des agents de l'APE. l'entreprise se sont mobilisés, y compris depuis la métropole, pour aller le plus rapidement possible sur place pour faire en sorte que l'électricité revienne. EDF, c'est tout cela. Et nous le savons tous, je tiens à le souligner et à porter un coup de chapeau à ceux qui font vivre l'entreprise. Je voudrais aussi vous dire Oh, allez, on fait applaudir les agents d'EDF, ça coûte pas cher, que cette mais ça ne répondra pas à leur inquiétude. Elle est en mouvement. Elle est évidemment en mouvement parce qu'une grande entreprise, dans le monde concurrentiel dans lequel nous vivons, doit s'adapter aux technologies, aux enjeux que nous connaissons. EDF sera au rendez-vous de la transition énergétique. Et elle s'en donne les moyens. Depuis 2016, avec le soutien de l'État, l'entreprise a adopté un plan stratégique ambitieux pour consolider sa situation financière et pour investir de façon notable dans les énergies renouvelables et le réseau. Ce plan a déjà largement été mis en œuvre et il se poursuit. Il prévoit une plus grande maîtrise des coûts. EDF a confirmé hier qu'elle renforçait ses efforts. Il prévoyait un plan de cession important. EDF a finalisé la vente de ses centrales à gaz et au charbon en Pologne. Il prévoyait une augmentation de capital. Elle a été réalisée avec le soutien de l'État en mars dernier. Ok. Ce plan stratégique, il vise à conforter la place d'EDF comme un des leaders en France. C'est évident. Oui, donc Édouard Philippe qui maintient le plan stratégique. Il n'y a pas de modification de la ligne du gouvernement sur la question de la stratégie vis-à-vis d'EDF. À l'heure actuelle, l'EDF est le premier électricien d'Europe en matière de capacité de production d'électricité renouvelable. D'ici 2020, l'entreprise investira 2 milliards d'euros par an dans le développement de nouveaux projets d'énergie renouvelable. Et EDF doit conserver cette capacité à être en mouvement. Et nous l'y accompagnerons. L'entreprise doit s'inscrire dans la politique énergétique française telle qu'elle est définie par le Parlement. Dans le cadre de la future programmation pluriannuelle de l'énergie, nous tracerons collectivement et dans les prochains mois une trajectoire crédible pour atteindre l'objectif qui a été fixé et rappelé par le président de la République d'un mix énergétique fondé sur une part de 50% du nucléaire. À horizon 2035. Une trajectoire crédible, Madame la députée, c'est non une pas 2025. trajectoire qui n'augmente pas les émissions de gaz à effet de serre. Car, je le rappelle, nous le savons depuis les interventions, et ceux qui l'auraient oublié peuvent l'avoir en tête encore plus récemment depuis les interventions des scientifiques, nous savons que la priorité... Ça c'est pour les eurosceptiques évidemment, le clin d'œil d'Édouard Philippe aux 15 000 scientifiques qui ont saisi, qui ont alerté la communauté internationale sur les dangers. Ne vous intéresse pas, j'essaie de répondre à une question posée par une députée. Ça ne peut pas vous gêner, je crois pas. Édouard Philippe qui s'en prend directement en député d'opposition qui commençait à le alpaguer. Il me semblait qu'EDF était un sujet d'intérêt suffisamment national pour qu'on puisse s'en parler, monsieur le député. Je sais pas. Ah, c'est une réponse à Christian Jacob, le président du groupe En Marche. Les Républicains, pardon, pas du tout. Bon. Au contraire, opposant. C'est pas grave. En tout cas, il y a du remous sur les bancs de l'opposition, alors qu'Édouard Philippe essaye de se concentrer sur la question d'EDF. Mes chers collègues, seul le Premier ministre a la parole. Quand je pense à ceux qui nous regardent à la télévision. Et sur Internet. Édouard Philippe qui pense à vous à l'heure actuelle. Une trajectoire crédible, mesdames et messieurs les députés, c'est une trajectoire qui n'augmente pas nos émissions de gaz à effet de serre. C'est une trajectoire qui nous permet de renforcer de façon intensive les énergies renouvelables. C'est une trajectoire qui nous permet de garantir la sécurité et la sûreté de notre approvisionnement en électricité. Et c'est une trajectoire qui garantit aussi et qui prend en compte aussi le pouvoir d'achat des Français. C'est dans ce cadre, mesdames et messieurs les députés, dans ce cadre et dans ce calendrier, que nous définirons la stratégie énergétique française. Donc il renvoie à plus tard. Électricité de France, la société EDF. Et c'est dans ce cadre que les décisions seront prises. Au fond, mesdames et messieurs, c'est cela dont EDF a le plus besoin. Pas des mauvais débats. Elle a besoin de clarté
des objectifs de l'État, elle a besoin de stabilité et elle a besoin de la cohérence. Ouais, on n'en saura pas beaucoup plus à ce moment-là, hein. C'est un peu ça le problème. Peut-être qu'Édouard Philippe temporise en attendant la fin de la COP23 pour voir s'il y a des engagements qui seront pris et qui impacteront du coup la politique énergétique. Mais voilà, ça n'aura pas plu à l'opposition cette réponse. Et c'est Philippe Gosselin qui prend la parole. Ce triste anniversaire des attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015, à mon tour et au nom du groupe, je voulais commencer par rendre hommage naturellement et au nom de la représentation nationale à toutes les victimes du terrorisme et adresser évidemment nos pensées à leurs familles. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous souhaiterions que l'on sorte d'une forme d'ambiguïté sur le traitement qui est réservé aux djihadistes français de retour sur notre sol. Avec le recul de l'État islamique, l'évacuation de Raqqa, des centaines de djihadistes français en auraient profité pour fuir et être de retour sur notre sol. Ces individus n'ont, semble-t-il pas, et hélas, renoncé à leur dessein meurtrier. Ils ne se sont pas repentis. Ils sont au contraire plutôt déçus, pour certains sans doute pleins de rage et de morgue. Cela les rend encore plus dangereux. Certains cherchent même à rentrer dans le but de perpétrer des attentats, nous le savons tous. Ces djihadistes font peser un risque majeur sur la sécurité de nos concitoyens. Ce sont, je le dis sans mauvais jeu de mots, de véritables bombes à retardement. Or, la réponse que Madame la secrétaire d'État près le ministre de l'Intérieur, Madame Gourault, nous a donnée le 7 novembre dernier, ne nous convient absolument pas. Elle évoque en effet une majorité de djihadistes qui seraient incarcérés. Où sont les autres? Qu'en est-il très précisément alors que François Molins... Philippe Gosselin qui remet sur le tapis une question qui avait fait beaucoup de remous la semaine dernière, où Jacqueline Gourault, que vous voyez là à l'image, avait effectivement déclaré que les djihadistes qui rentrent en France depuis la Syrie sont pour la majorité d'entre eux incarcérés, les autres faisant l'objet d'un suivi judiciaire particulier. C'est une réponse qui n'avait pas du tout plu à l'opposition et notamment à Philippe Gosselin. Philippe Gosselin, c'est un député Les Républicains qui avait soutenu Hervé Mariton dans le cadre de la primaire. Je précise qu'il a fait Sciences Po Paris et l'Institut des hautes études en défense nationale, l'IHEDN, et il est aujourd'hui professeur de droit constitutionnel à Sciences Po Paris. Philippe Gosselin, c'est un député particulièrement virulent et conservateur. Il avait été contre le mariage pour tous, aujourd'hui il milite contre l'euthanasie et contre la théorie du genre. Philippe Gosselin qui donc tire la sonnette d'alarme sur la question du retour des djihadistes, véritable bombe à retardement comme il l'a dit, et c'est l'occasion pour Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, de répondre. Comme vous le savez, la lutte contre le terrorisme est une priorité de notre gouvernement. Nous avons vaincu sur le plan militaire. Il convient maintenant d'éradiquer le terrorisme sur notre territoire. Pour apporter une réponse précise à votre question, nous estimons le nombre de départs sur zone à 1 200 personnes majeures ou résidant en France. Alors qu'on voit Manuel Valls à l'image, 2012. l'ancien Premier ministre, qui est aujourd'hui au cœur d'une polémique contre Mediapart sur la question de l'islamisme. Nous pensons que 700 personnes sont encore présentes sur zone. Pour ce qui concerne ceux qui sont revenus en France, il y a exactement 178 returnees masculins, dont les 2 tiers sont aujourd'hui écroués, soit 120, et dont le reste fait un suivi de la part de la DGSI et de nos services de renseignement. Il y a 67 returnees féminins qui sont aujourd'hui donc suivis par retournistes, la justice, dont 15 sont écroués, les autres sont suivis par la DGSI. Enfin, avec Madame la ministre de la Justice, nous suivons les mineurs qui sont au nombre de 59. Donc, vous le voyez, il n'y a d'une part pas un retour massif. Et donc, sur cette question, Gérard Collomb a été très clair. On estime qu'il y a 1200 mecs qui sont partis de France pour aller en Syrie. Sur les 1200, il y en a 700 qui sont encore en Syrie, qui sont restés là-bas. Sur ceux qui sont revenus, les 2 tiers sont en tôle et le reste fait l'objet d'un suivi de la DGSI. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, nous avons pris connaissance la semaine dernière d'une tribune dans laquelle 314 membres du corps professoral enseignant la langue française ou ayant à corriger des copies ou autres textes rédigés dans cette langue
s'engagent à ne plus enseigner la règle de grammaire résumée par la formule au demeurant inappropriée, le masculin l'emporte sur le féminin. Beaucoup d'entre nous dans cette Assemblée ont été troublés par le contenu de cette tribune qui fait écho à un autre débat d'actualité, celui de l'écriture inclusive. Non pas que le débat sur l'usage de notre langue soit tabou dans notre pays, la liberté d'opinion est la règle et notre langue peut évoluer. Ce qui nous a choqués, au-delà de la diversité de nos sensibilités politiques respectives, est que ces 314 enseignants qui dépendent de votre ministère ou de celui de votre collègue ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'affranchissent des règles codifiées par l'Académie française et enseignent aux élèves d'autres règles fondées sur leurs convictions personnelles. Ils abusent ainsi des prérogatives de puissance publique. Laurence Wijniewski qui est applaudie par la droite alors qu'elle s'en prend à l'écriture inclusive et plus globalement à la question de la règle de grammaire sur le masculin l'emporte sur le féminin. Elle pose une question donc au ministre de l'Éducation nationale suite à cette tribune qui a été signée par des professeurs de français notamment. Laurence Wijniewski, c'est une magistrate qui a travaillé avec Eva Joly sur les affaires. Elle était au pôle financier du tribunal de Paris, elle a bossé avec Eva Joly, vous savez, sur l'affaire Elf, l'affaire Dumas, les frigates de Taïwan, etc. C'est un peu l'alter ego d'Eva Joly, en tout cas professionnellement. De la tribune ont cru pouvoir justifier leur initiative. Pouvez-vous nous préciser, Monsieur le Ministre, quelles mesures concrètes vous comptez prendre pour assurer dans tous les établissements scolaires du pays l'enseignement des mêmes règles de grammaire, notamment auprès des 314 enseignants? La parole est à Monsieur le Ministre de l'Éducation. Laurence Wijniewski, donc, qui demande des réponses à Jean-Michel Blanquer sur cette question-là. Et elle s'en est prise directement, en tout cas, aux enseignants qui font ça en disant qu'ils respectent des règles personnelles, ce sont des militants. Madame la députée Laurence Wijniewski, merci pour cette question qui me permet de préciser les choses sur cette question. La langue française est probablement, pour nous tous, et particulièrement pour les enfants de ce pays, notre bien le plus précieux. Ma mission, avec votre soutien à tous, c'est qu'elle soit transmise à tous les enfants de France, et c'est déjà beaucoup de travail d'arriver à ce que sa qualité, sa beauté, soient effectivement transmises pour les générations futures. La cause de l'égalité homme-femme est aussi l'une des causes les plus importantes qui soient. On ne saurait accréditer l'idée que notre langue soit de quelque manière quelque chose qui vient en support des inégalités. La France a comme emblème une femme, Marianne. L'un de ses plus beaux mots est féminin, la République. Et notre langue a porté bien des combats féministes hier, aujourd'hui et encore demain. Jusqu'à présent, Jean-Michel Blanquer, il fait carton plein vis-à-vis de la majorité. Quand il défend la transmission de la langue française, ok, jusque-là d'accord. Vous savez qu'au sein du gouvernement c'est compliqué, hein. Entre Blanquer et Schiappa, ils sont pas d'accord. J'ai vu cet appel. Bien entendu, il n'y a pas autant de grammaire que de professeurs. Le Code de l'éducation stipule bien qu'il y a une liberté pédagogique, mais dans le cadre des programmes. Ce programme comporte une grammaire. Bien entendu, on n'est pas obligé de dire le masculin l'emporte sur le féminin. Il suffit de dire que cela s'accorde au masculin. Comme d'autres règles relève évidemment des usages. Le seul arbitre, c'est l'usage, et c'est l'Académie française. Et bien entendu, la ministre de la Culture... C'est ça le problème, quand il dit le seul arbitre, c'est l'usage et l'Académie française, t'as envie de dire, ouais mon gars, mais justement, je serai donc on parle bien de ça. Entendu vigilant pour qu'il n'y ait qu'une grammaire, comme il n'y a qu'une langue, une république. Merci. Pas grand chose de plus et pas de circonstances précises sur la question de ces enseignants du français qui veulent enseigner une écriture plus inclusive et plus respectueuse de l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous savez qu'au sein du gouvernement c'est compliqué, je le disais, Marlène Schiappa et le Haut Conseil à l'égalité qui recommande l'utilisation de l'écriture inclusive, ce qui ne plaît pas du tout à Jean-Michel Blanquer. Alors qu'il est longuement applaudi, Jean-Michel Blanquer, par toute la droite et tout le groupe En Marche. C'est rare une telle salve d'applaudissements pour un ministre après une réponse. Merci, mes chers collègues. Merci. Monsieur le Président, chers et chers collègues, je veux en cet instant avoir une pensée pour Monsieur Jacques Ralit, à qui nous eussions dû rendre un hommage ici. Pierre Dharréville qui semble regretter que le président François de Rugy n'ait pas ouvert la séance en rendant hommage à Jacques Ralit, alors que si tous les députés se lèvent pour commémorer la mémoire de ce ministre communiste, Jacques Ralit, qui est mort il y a quelques jours seulement.
Où est la culture? Où est la culture dans l'ordre de vos priorités, de vos initiatives, de vos politiques? On a bien entendu votre volonté de libérer le capital et de refonder notre modèle en vous attaquant à ce que vous croyez être le mauvais esprit français. Mais quelle ambition pour la culture? Parce qu'il n'est pas de démocratie, pas d'émancipation sans culture. Le travail est culture, le sport, la République, l'écologie, la création, naturellement, sont culture. Mais lorsque l'on confie les rênes aux grands propriétaires et aux marchands, lorsque l'on sabre les investissements, la culture prend froid. Il y a également matière à s'inquiéter de la concentration de la presse et de la marchandisation de l'information, auquel ajoute votre triste projet d'affaiblissement de l'audiovisuel public. La presse écrite, régionale comprise, est en difficulté et la concurrence non faussée de l'Union européenne ne saurait être invoquée pour ne rien faire en faveur du pluralisme et de la qualité du débat public. Faisons valoir l'exception culturelle et informationnelle. Pour construire l'avenir de notre pays, nous avons besoin d'un grand projet culturel. Nous avons besoin de libérer la créativité, le partage de la création, du questionnement, de l'art. Nous avons besoin d'un grand mouvement de construction collective de ce que nous sommes au monde pour faire vivre cette question existentielle et essentielle. Quelle humanité voulons-nous être? Des révélations préoccupantes sont parues ces derniers jours dans la presse. Quels seront donc vos actes pour la culture? Pierre Dharréville qui pose des questions sur la culture. Il saisit l'occasion malheureusement de la mort de Jacques Ralite pour faire un long discours sur la question de la culture et de sa priorité. Je précise que Pierre Dharréville, il est journaliste et écrivain. Et il a surtout été assistant parlementaire de Marie-Georges Buffet, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle du Parti communiste. Excusez-moi, à Jacques Ralite, Françoise Nyssen, la ministre de la Culture. Aussi rendre hommage, parce que c'était un homme qui était infiniment... Pourquoi elle est sur son portable? Pétri de culture, un grand défenseur de culture que j'ai personnellement bien connu et qui, en infatigable défenseur de la culture, disait « c'est peut-être au moment où ça va le plus mal qu'on a besoin de culture ». Je partage cette conviction et suis ici pour la porter. L'ambition donnée à la culture dans un projet politique est toujours le miroir d'une civilisation. La culture est au cœur de notre projet, celui qui doit permettre à la France de relever les défis du XXIe siècle, qui doit rendre au pays son optimisme et permettre à chacun de trouver en confiance sa place dans la société. Or, l'exclusion touche une part croissante de nos concitoyens, qu'elle soit réelle ou ressentie. Face à elle, la culture a un double pouvoir. Celui de ramener dans le jeu tous ceux qui en sont éloignés et celui de donner du sens à la solidarité. Mais pour que la culture joue ce rôle, il faut combattre les inégalités d'accès, faire tomber les déterminismes, les complexes et les barrières. C'est la mission qui m'a été confiée par le Président de la République et le Premier ministre. Je me battrai pour que chacun puisse pratiquer un art et ressentir devant l'immensité de la création l'élan que j'imagine chacun... C'est pas vraiment une réponse à une question, en même temps il n'y avait pas vraiment de question, hein. C'était une ode à la culture pour tous qui a été prononcée par Pierre Dharréville et c'est l'occasion du coup pour Françoise Nyssen de nous faire un discours de politique culturelle générale. Pour commencer, Jean-Michel Blanquer l'avait évoqué, la culture doit structurer la vie de chaque enfant pour guider celle de chaque citoyen en confiance et nous mettons en œuvre au Pommel 18 le pass culture. Les bibliothèques, la parole est maintenant à monsieur Hervé. C'est la fin de la réponse. C'était 2 minutes le temps de parole pour répondre. Et on change d'orateur, c'est Hervé Berville qui prend la parole. La question s'adresse au Premier ministre et je souhaiterais y assister ma collègue Émilie Cariou. La publication des Paradise Papers a hélas confirmé aux Français ce qu'ils savaient déjà. La fraude et l'optimisation fiscale sont des phénomènes qui n'ont jamais cessé et qui, au contraire, se développent à un rythme exponentiel depuis des années. Certes, des progrès récents ont été observés grâce à l'action des services de l'administration, de l'OCDE. Pour preuve, le programme BEPS, qui lutte contre l'érosion des bases fiscales et la délocalisation des bénéfices et constitue en ce sens une avancée notable. Mais cela, en effet, mes collègues, ne suffit pas. L'accumulation des révélations sur ces pratiques inacceptables n'est pas sans conséquence dans l'esprit de nos concitoyens. Elle génère un sentiment légitime d'exaspération, de résignation et pire, l'idée d'une impuissance des pouvoirs publics. Monsieur le Premier ministre, il y a urgence car il en va de notre crédibilité à tous, celle de l'Union européenne et celle de notre Assemblée, car ces agissements soustraient uniquement pour la France chaque année 20 milliards d'euros d'État au budget.
Au-delà du seul manque à gagner financier, ce sujet renvoie directement à la concurrence fiscale au sein de l'Europe, aux inégalités des citoyens devant l'impôt et à notre incapacité de réguler la mondialisation. Pour dépasser l'unique indignation collective, ces questions appellent des réponses fortes et volontaristes des gouvernements. Monsieur le Premier ministre, dans ce contexte, que comptez-vous faire concrètement au niveau... Hervé Berville, le député des Côtes-d'Armor, qui saisit le gouvernement sur la question des Paradise Papers, de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale. Hervé Berville, c'est l'un des porte-parole de La République En Marche. Il est député spécialisé sur... Enfin, à titre personnel, il est plutôt spécialisé sur les questions de développement. Il a un Master 2 à Sciences Po Lille sur l'économie politique du développement. Il a travaillé au Mozambique. Et il a une histoire personnelle intéressante, puisque quand il était tout petit, il a été évacué du Rwanda au début du génocide pour y échapper. Des efforts considérables. Et c'est Bruno Le Maire qui va lui parler de ses finances publiques, de la lutte contre la fraude fiscale. L'évasion fiscale, l'optimisation fiscale abusive, la fraude fiscale sont tout simplement intolérables. Et je peux vous garantir, comme l'a rappelé le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin hier, que tous les individus, toutes les entreprises qui sont concernées par les révélations des Paradise Papers feront l'objet d'un suivi attentif et de poursuites si nécessaire, si les contrôles s'avéraient positifs. Ce combat n'est pas le combat d'un parti politique ou d'un autre. Ce combat, il a été engagé par Nicolas Sarkozy en 2009 au moment du G20. Il a été poursuivi par François Hollande pendant son quinquennat. Et il fera l'objet d'une mobilisation totale du président de la République, Emmanuel Macron, qui m'a demandé de renforcer les dispositifs au niveau de l'Union européenne et au niveau de l'OCDE. J'ai signé, comme vous l'avez rappelé... Bruno Le Maire qui dit « J'ai rien inventé, hein, ça fait longtemps qu'on se bat contre la fraude fiscale, mais t'as envie de dire, bah oui, mais enfin, la preuve, les Paradise Papers montrent que ça marche pas très bien. » Édouard Philippe, du Premier ministre, nous avons fait une série de propositions. Accroître la transparence sur les intermédiaires financiers, définir une liste européenne des États qui ne respectent pas leurs engagements et prévoir un régime de sanctions pour que tous les États qui n'apportent pas les informations nécessaires en matière d'évasion fiscale n'aient plus accès ni au programme européen, ni au financement du FMI, ni au financement de la Banque mondiale. On ne peut pas tricher en matière de fiscalité et avoir accès aux financements européens ou internationaux. Enfin, au niveau national, vous avez fait des propositions pour qu'il y ait une déchéance des droits civiques de la part des fraudeurs fiscaux. Nous sommes favorables à examiner cette proposition. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Meyer Habib. Et c'est au tour de Meyer Habib, le député Les Constructifs. Monsieur le Premier ministre, le 25 octobre, quand le Quai d'Orsay a déclaré, je cite, « espérer la libération du franco-palestinien Salah Hamouri », j'ai eu honte. Salah Hamouri est un terroriste, pas un prisonnier politique, un dirigeant du FPLP. Le FPLP responsable de l'attentat de la rue Copernic. Vous vous souvenez, 4 Français innocents tués. Dixit Raymond Barre. Alors que vous voyez les députés insoumis qui n'ont pas l'air d'accord avec la question de Meyer Habib. 5 juifs égorgés. Meyer Habib, député des Français établis hors de France et notamment des Français établis en Israël. Meyer Habib, très pro-israélien à chacune de ses prises de parole. C'est sur ce sujet-là qu'il interpelle le gouvernement. Avoir planifié l'assassinat du grand rabbin d'Israël. Est-ce bien ce terroriste antisémite que la France espère voir libéré? Meyer Habib qui provoque le départ des députés insoumis de l'hémicycle. Évidemment, la question de Meyer Habib est tournée contre les députés de la gauche que vous voyez quitter l'hémicycle, visiblement choqués par la question de Meyer Habib. Ce sont ces députés-là en partie qui ont été empêchés de rentrer en Israël par le gouvernement israélien, qui sont vus refuser leur visa. Paris, Nice ou Barcelone, faire 2 poids et 2 mesures, c'est perdre d'avance la guerre contre le terrorisme. L'antisionisme, c'est le nouvel antisémitisme. Votre prédécesseur Manuel Valls l'avait courageusement exprimé ici même. Ça lui vaut la haine de tous les islamo-gauchistes qui ont quitté cet hémicycle. Il vient de traiter d'islamo-gauchistes tous les députés qui viennent de quitter l'hémicycle, Meyer Habib, qui décidément a l'intention de faire monter la tension sur ce sujet-là au sein de l'hémicycle, dans la classe politique. Barghouti et Hamouri, les mêmes sur ces bancs, pour qui, lorsqu'on massacre en France, c'est du terrorisme. En Israël, c'est de la résistance. Ils appellent au boycott d'Israël, qui a fait savoir qu'il leur interdirait l'entrée du territoire. Réaction incroyable du Quai d'Orsay fidèle à Saline. Israël doit céder, comme si l'apologie du terrorisme était normale, comme si l'appel au bol était légal.
Je dis aux insoumis, Monsieur le député, économisez temps et la argent. parole est à Allez. Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires. François de Rugy qui coupe la parole à Meyer Habib qui visiblement était parti pour une longue diatribe anti-insoumission, anti-les insoumis plutôt. Et c'est la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Comme vous l'avez indiqué, qui va répondre sur la question de la Palestine et d'Israël. Leur refus d'accueillir sur leur territoire une délégation de députés, de sénateurs et de députés européens français. Cette délégation se déplaçait dans le cadre d'une visite organisée par l'association France-Palestine de Solidarité. Ces derniers avaient annoncé auparavant qu'ils souhaitaient rencontrer Marwan Barghouti et l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, tous deux emprisonnés. Il s'agit d'une décision souveraine d'Israël. Nous la respectons. Est-ce à dire que nous l'approuvons? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que partout, nous souhaitons que les parlementaires français aient accès à l'ensemble des interlocuteurs qu'ils veulent rencontrer pour remplir leur mission d'information. Nous y sommes attentifs en Israël. Et Nathalie Loiseau qui se fait applaudir au moment où elle, à la différence de Meyer Habib, elle ne soutient pas la décision d'Israël d'empêcher l'entrée sur son territoire de parlementaires français. De Salah Hamouri. Je tiens à redire ici que s'agissant d'un compatriote, il a droit pleinement, comme tous les Français emprisonnés à travers le monde, à la protection consulaire, conformément à la Convention de Vienne. Et là aussi, Nathalie Loiseau qui est en désaccord avec Meyer Habib qui a traité ce prisonnier palestinien de terroriste. Elle dit, peu importe, il a quand même le droit à la protection consulaire puisque c'est un compatriote. À la détention administrative. Car qu'en est-il de Salah Hamouri? La conséquence de sa détention administrative, c'est que, arrêté le 23 août dernier, il ignore, son avocat également, et nous de même, les charges qui sont retenues contre lui. Nous continuons à demander le plein respect des droits de notre compatriote et oui, à espérer sa libération rapide. Ces échanges se poursuivent. Soyez assurés, monsieur le député, que cela ne remet nullement en cause la qualité des liens qui unissent Israël Madame et la France. ministre. Nathalie Loiseau qui, sur un ton très calme, a tenu à remettre Meyer Habib à sa place sur cette question-là en rappelant la position du gouvernement. Oui, le gouvernement souhaite la libération de ce prisonnier palestinien. Allez-y, monsieur le député. Et c'est Gilbert Collard, le député non inscrit, Ma question soutenu par le Front National, qui va prendre la parole. L'intérieur. Je voudrais tout d'abord dire que j'ai été profondément choqué de voir la manière dont nos collègues ont réagi aux propos de notre collègue Habib Meyer. On doit Meyer Habib. tout dire ici et on doit être capable de tout écouter. Ma question, monsieur le ministre, est la suivante. Des élus, non pas de Dieu, mais du peuple, ont, il y a peu de temps, à Clichy, manifesté, ceints de leur écharpe, en chantant la Marseillaise, pour dire qu'ils en avaient assez des prières de rue qui s'étalent tout près de l'hôtel de ville depuis maintenant près de 8 mois. Et qu'il s'agisse de prières musulmanes, peu m'importe, il s'agirait de prières bouddhistes ou zoroastristes, ce serait pareil. C'est à proprement parler... Ce serait des prières chrétiennes, ça lui poserait probablement moins de problèmes à Gilbert Collard. Quand même que... Mais Gilbert Collard qui fait effectivement référence à cette manifestation d'élus de la République contre les prières de rue. C'était il y a très peu de temps. Monsieur le ministre, en Île-de-France. Que comptez-vous faire, et relaxer, que comptez-vous faire pour aider les élus, les maires, qui veulent que cesse cette propagande religieuse de rue, tout à fait intolérable, et qui cache d'autres choses très pernicieuses, très dangereuses, et qui risquent de porter atteinte à ce que vous appelez le bien vivre ensemble. Faites quelque chose pour que ça s'arrête. Et une réunion organisée par le préfet n'y suffira pas. Il se passe quelque chose qui détruit la paix sociale en ce moment. On ne peut pas accepter que le territoire de la laïcité soit privatisé par des prêcheurs de rue. Notre courage, c'est de dire non. Merci. Gilbert Collard qui s'en prend donc aux prières de rue musulmanes. Ministre de l'Intérieur. Et c'est Gérard Collomb qui va du coup pouvoir s'exprimer sur cette question des prières de rue et de la manifestation des élus. Monsieur le député, monsieur à le Clichy. député Gilbert Collard, vous avez évoqué la situation de Clichy-la-Garenne. J'avais moi-même été alerté par un de mes amis qui disait qu'au cours de ces prières de rue, des tracts antisémites
avaient été distribués. J'ai demandé évidemment une enquête immédiatement et il apparaît que la personne qui avait distribué ces tracts visait à discréditer la communauté musulmane et ne faisait pas partie de cette communauté. Gérard Collomb qui fait référence effectivement à des tracts qui auraient été distribués à Clichy aux marges de cette manifestation. Ce n'était pas des musulmans qui distribuaient ces tracts, apparemment c'était un mec d'extrême droite qui voulait faire reposer la responsabilité de ces tracts sur les musulmans. De prendre contact avec à la fois les élus de Clichy-la-Garenne et en même temps avec la communauté musulmane afin que le problème soit résolu. Il ne peut pas y avoir de prière de rue, mais en même temps, il convient que les musulmans de Clichy-la-Garenne puissent avoir un lieu de culte décent. C'est cela la laïcité à la française, celle que décrivait Aristide Briand lorsqu'il et les députés insoumis qui sont revenus dans l'hémicycle et qui n'applaudissent pas pour autant Gérard Collomb au moment où il réclame des lieux de culte adéquats pour les musulmans, pour qu'ils ne soient plus obligés de prier dans la rue. Que ce soit dans le respect de l'ordre républicain, c'est ce que veut faire ce gouvernement. Et c'est un tonnerre d'applaudissements de la part d'En Marche, avec même une standing ovation des députés En Marche qui soutiennent Gérard Collomb lorsqu'il lance à la fois un appel contre les prières de rue, mais en même temps pour des lieux de culte adéquats. La parole est à Madame Sylvie. Et ça ne plaît pas visiblement aux députés Front National. Vous avez vu Marine Le Pen faire non de la tête. Allez, on change de question, Sylvie Charrière. À Monsieur le Premier ministre. En tant qu'ancienne principale d'un collège REP+ de Clichy-sous-Bois, je sais à quel point une politique de la ville ambitieuse est nécessaire à assurer la cohésion de nos territoires. En se déplaçant dans cette ville, à Roubaix et à Tourcoing, et par ses annonces, le président de la République a envoyé un signal fort. Depuis 40 ans, beaucoup d'acteurs se sont engagés avec conviction sur le terrain pour assurer une égalité des chances. Mais avec un taux de pauvreté dans les quartiers politiques de la ville de 40% et un taux de chômage 2,5 fois supérieur à la moyenne nationale, nous sommes encore loin du compte. Non, nous ne pouvons pas nous résigner. Non, cela ne doit pas être une fatalité. C'est pourquoi une mobilisation nationale est nécessaire. Car oui, dans ces quartiers, tous les jeunes doivent pouvoir aller au bout de leurs ambitions. Nous avons mis en place une première mesure forte avec le dédoublement des CP. Car oui, dans ces quartiers, tout le monde doit pouvoir accéder à un emploi. La mise en place des emplois francs dans 10 territoires est une première réponse. Car oui, dans ces quartiers, tout le monde doit pouvoir vivre en toute tranquillité. Le déploiement de la police de sécurité du quotidien devrait nous y aider. De plus, de nombreux chantiers sont ouverts concernant la mobilité, l'apprentissage, le logement, l'accès à la culture, pour lesquels vous faites une consultation citoyenne. Monsieur le Premier ministre, comment allez-vous faire en sorte... Sylvie Charrière, donc, qui rebondit sur la question de la politique de la ville. C'est une question qui a été abordée par Emmanuel Macron il y a quelques jours à Tourcoing. C'était même pas il y a quelques jours, c'était hier. Emmanuel Macron était en déplacement à Tourcoing pour donner les grandes lignes de sa politique de la ville. La politique de la ville, c'est la politique pour les quartiers prioritaires. Sylvie Charrière, elle est députée En Marche. Elle est surtout ancienne principale de collège, comme elle l'a dit, mais elle a oublié de dire qu'elle était aussi prof de PS, éducation physique et sportive. Elle a même été championne du monde scolaire de javelot en 1978. Bravo Sylvie Charrière. Et en tout cas, elle donne l'occasion à Christophe Castaner, le futur patron d'En Marche, de répondre sur la question de la politique de la ville. Je refuse de la résignation et je reprends volontiers vos mots. Et quels que soient les bons, quelles que soient les critiques que l'on peut aborder, porter dans cet hémicycle, chacun sait que ce que l'on vit dans ces 1500 quartiers de France qui sont la France est inacceptable. Les indicateurs que vous avez relevés montrent comment aujourd'hui il faut changer de braquet. Comment aujourd'hui il faut changer de politique. Il ne s'agit pas de proposer un énième plan Marshall. Et le président de la République, hier à Tourcoing, a fait tout l'inverse de cela. Il ne s'agit pas de rajouter un empilement de mesures les unes après les autres. Il s'agit au contraire de mobiliser la totalité de la solidarité nationale et donc du gouvernement pour trouver des solutions adaptées au cas par cas, territoire par territoire, parce que c'est comme ça qu'on s'adressera à 5,5 millions de personnes quand d'autres préfèrent crier. Au fond, ce que nous voulons faire, c'est trouver systématiquement des réponses adaptées à construire avec les élus locaux, parce que ces 1500 quartiers ne doivent pas connaître la même réponse.
Mais quand certains se satisfont que la mobilité économique et sociale soit en recul dans tous ces quartiers, nous voulons y apporter une réponse précise, une réponse qui permet de dire aux collectivités locales qu'il y aura le maintien de la dotation de solidarité de la ville, qu'il y aura plus 90 millions pour la dotation de solidarité urbaine. Et le président de la République s'est engagé hier au maintien de la totalité des moyens en faveur des associations, c'est-à-dire 430 millions d'euros qui seront mobilisés chaque année dans les quartiers de la Christophe Castaner, qui du coup fait le service après-vente des déclarations d'Emmanuel Macron à Tourcoing et qui souhaite rassurer notamment les élus locaux et les acteurs associatifs qui avaient été inquiets notamment sur la baisse des moyens des collectivités territoriales avec la suppression de la taxe d'habitation et la fin des contrats aidés pour les associations qui a posé beaucoup de questions pour la politique de la ville. Merci, Monsieur le Président. Jean-Yves Bonny. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le CETA a été mis en œuvre provisoirement le 21 septembre dernier, sans le moindre accord du Parlement français. Or, l'évaluation demandée par le Président de la République semble confirmer, hélas, les craintes que nous avions tous. Cet accord avec le Canada va créer des distorsions de concurrence insupportables pour les agriculteurs français et risque de déstabiliser considérablement les marchés agricoles européens. Avec le CETA, ce sont plus de 90% de barrières douanières qui vont sauter. Cette ouverture va certes profiter à certains, mais en contrepartie, plus de 65 000 tonnes de viande canadienne vont arriver sur le marché européen. Cela va poser des risques majeurs en termes de traçabilité des aliments et de sécurité alimentaire, sachant que les normes canadiennes en matière sanitaire ou d'alimentation n'ont rien de comparable avec les normes européennes beaucoup plus contraignantes. Jean-Yves Bonny, il est agriculteur lui-même, il est exploitant agricole dans le Cantal. Par exemple, est un produit dopant par excellence utilisé pour les veaux avant sevrage. Cet activateur de croissance qui permet de diviser par 2 la durée d'engraissement. Est-ce que le CETA a été approuvé? Le CETA a été approuvé par l'Union européenne et donc les mesures qui relèvent uniquement des domaines de compétences de l'Union européenne sont effectivement d'application immédiate, alors que les autres mesures qui reposent sur les États membres sont en train d'être ratifiées par les États membres, mais ça c'est la responsabilité des parlements. Donc quand Jean-Yves Bonny dit que les parlements n'ont pas été consultés, c'est pas tout à fait vrai, le gouvernement français va se prononcer sur la partie législative du CETA. Évidemment. Quelle véritable garantie allez-vous donner aux éleveurs face à cette nouvelle concurrence déloyale? Quelle garantie allez-vous je viens de dire exactement ce qu'a dit Jennifer dans le chat. En termes d'étiquetage et de sécurité alimentaire? Enfin, qu'allez-vous... Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur... Bon, Jean-Yves Bonny qui ne pourra pas conclure sa question, mais on a compris son inquiétude pour les agriculteurs et les éleveurs français qui voient d'un très mauvais œil visiblement la concurrence des produits canadiens avec l'entrée en vigueur du CETA. Tous attachés à l'agriculture française qui, justement, a de nombreux débouchés dans le monde entier grâce à ses produits d'excellence et qui contribue fortement, effectivement, au commerce extérieur français. Et je puis vous assurer que nous sommes pleinement mobilisés, pleinement vigilants. Le Premier ministre a mis en place la commission Schubert. À partir de cette commission, un plan d'action a été élaboré qui permet d'apporter un grand nombre de réponses aux dimensions non seulement environnementale, mais également agricole. Et je dois le dire, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, il va être l'occasion pour nos filières de fromage, pour nos filières de vin et de spiritueux, pour nos IGP, d'avoir un grand nombre de débouchés supplémentaires. S'agissant de la viande, le Canada a aujourd'hui 15 000 tonnes pour le bœuf. Les chiffres sont là. Il n'en utilise que 425 tonnes. Alors ne faites pas peur à nos éleveurs, à nos agriculteurs qui vont pouvoir bénéficier à plein de cet accord. Jean-Baptiste Lemoyne qui tient à rassurer visiblement et qui dénonce un peu une forme de caricature de la part du député. Si finalement ce traité est si affreux, pardon, mais vous vous réveillez 9 ans trop tard. Vous étiez député en 2008. Lorsque Nicolas Sarkozy a lancé ce traité avec le Canada. Jean-Baptiste Lemoyne qui attaque. Le ministre que vous remplaciez était au gouvernement. Il aurait pu s'émouvoir alors du mandat confié à l'Union européenne. Et donc aujourd'hui, ce traité, qui est l'héritage
de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Nous ne souhaitons pas en être des exécuteurs testamentaires, mais nous souhaitons lui donner un nouveau souffle, une nouvelle ambition. Jean-Baptiste Lemoyne qui se contente pas de répondre calmement sur le fond, qui préfère attaquer en disant attendez, vous êtes bien gentil à nous engueuler, mais c'est quand même vous qui l'avez mis en place, ce traité. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Je souhaite vous alerter en ce jour de COP23 sur une catastrophe écologique qui perdure depuis plus de 15 ans. La pollution constante de l'Isère, rivière de mon département, par la fromagerie L'Étoile du Vercors qui appartient au groupe Lactalis. Vous me permettrez une anecdote personnelle pour illustrer mes propos. Cette rivière, à chaque fois que mon grand-père Gaston la traversait, il crachait dedans et il disait « ça porte bonheur ». Aujourd'hui, Lactalis y crache quotidiennement, l'équivalent des eaux usées d'une ville de près de 10 000 habitants. Et Lactalis s'est d'ailleurs fait remarquer déjà cet été à Retier en Bretagne, après avoir rejeté dans une rivière de l'eau insuffisamment épurée, engendrant une pollution sur 8 km, tuant près de 4 tonnes de poissons. Cet incident ne se reproduira pas, avait alors indiqué le directeur de l'usine concernée. Il aurait même servi, je cite, à sécuriser encore plus les autres sites de Lactalis. Or, le maire de Saint-Just-de-Claye, M. Joël Aubaton, se bat toujours, et ce depuis 17 ans, pour que cette usine se raccorde enfin à la station d'épuration réalisée et adaptée à ce volume d'eau usée. Un tuyau de raccordement est même dans la cour de cette usine. L'État, par la voie des préfets successifs, n'a pas non plus réussi à résoudre cette situation. Et donc, tous les jours, l'Isère continue à être polluée. Monsieur le ministre... Élodie Jacquier-Laforge qui tire la sonnette d'alarme et qui apparemment fait un appel vibrant. Elle est très émue et très énervée. Élodie Jacquier-Laforge, puisqu'il y a une rivière dans sa circonscription. Une rivière dans laquelle son grand-père crachait et dans laquelle aujourd'hui Lactalis crache quotidiennement visiblement des déchets, ça pollue, ça tue des poissons, c'est intolérable. Élodie Jacquier-Laforge qui fait un appel vibrant au ministère de l'écologie et à son action. La parole est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre chargé de la transition écologique et solidaire. Et évidemment, Nicolas Hulot est actuellement à Bonn à la COP23, c'est bien normal, donc c'est Brune Poirson, sa secrétaire d'État déléguée, qui va répondre. Pour votre question, et je vous réponds en l'absence de Nicolas Hulot, ministre d'État, qui est aujourd'hui à Bonn. Votre question porte sur l'exploitation industrielle qui est effectivement très préoccupante pour l'environnement. La société fromagère L'Étoile du Vercors, du groupe Lactalis, à Saint-Just, pollue effectivement en rejetant des effluents sans traitement préalable directement dans l'Isère. La nature et le volume de ces rejets conduisent à une situation qui est très préjudiciable pour l'environnement. Vous l'avez souligné et nous sommes effectivement d'accord sur ce diagnostic. Cette situation n'est pas conforme à la réglementation, elle est préjudiciable. Il importe désormais donc que des solutions concrètes de traitement des effluents d'installation puissent être mises en œuvre sous l'autorité de l'État. Le préfet de département, dans ce contexte, a d'ores et déjà fait usage des moyens réglementaires dont il dispose pour remédier à cette situation. Il a ainsi mis en demeure l'exploitant d'agir et de procéder à la consignation des sommes nécessaires pour la mise aux travaux de mise en conformité. La société a récemment fait part de son projet de mise en œuvre d'une station d'épuration qui permettra de traiter efficacement les rejets concernés. Notre ministère s'assurera du suivi des travaux et nous nous rendrons si nécessaire sur place pour les constater nous-mêmes. Brune Poirson qui visiblement confirme les dires de la députée en disant effectivement on connaît la situation, c'est pas bien et les services de l'État se sont assurés que l'usine allait changer son comportement et faire les travaux d'investissement nécessaires et on verra au grain. Voilà en gros la réponse de Brune Poirson sur cette question spécifique. Allez, André Villiers. Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, Lyon, patrie de Romain Rolland, Colette ou encore Giroud et du Chablis, ses 428 communes et ses 340 000 habitants sont en émoi. Pire, ils sont en proie au désarroi. Si l'hôpital public réclame des réformes urgentes, le nouveau projet régional de santé 2018-2027 annoncerait des nouvelles rétrogrades quant à la prise en charge sanitaire. Avec lui, le service d'urgence du centre hospitalier de Tonnerre est voué à fermer la nuit. Le numéro 15, dédié au département, serait invalidé.
l'hélicoptère basé à Auxerre serait supprimé. Madame la ministre, vous êtes médecin, vous êtes différente parce que profondément humaine et vous connaissez mieux que personne la détresse des malades, isolés, souvent très âgés. Vous avez vécu de près les urgences, les regards de tous ces êtres désespérés, en situation d'accident, de choc cardiaque, voire d'urgence absolue. Madame la ministre, vous connaissez l'utilité indispensable du 15 pour organiser le flux des urgences. Vous savez que l'hélicoptère permet des interventions à l'efficacité inégalable. Résonnent encore les phrases du président de la République, alors candidat en campagne le 28 avril 2000. André Villiers, qui est député de Logne. Alors lui, toute sa vie politique, c'est Lyon. Il a été président du conseil départemental de Lyon. Il a été sénateur de Lyon. Il est conseiller général de Lyon et aujourd'hui, il est député de Lyon. Et il lance lui aussi un appel à la putain, c'est pas la lutte contre les déserts médicaux, mais en gros au maintien de l'activité hospitalière dans Lyon. Il s'inquiète beaucoup pour la couverture en santé dans son département. Je précise qu'il est agriculteur de profession et il est aussi du côté, il est aussi très engagé en faveur de l'Azerbaïdjan. C'est le président du groupe d'amitié France-Azerbaïdjan et c'est assez anecdotique, mais en septembre dernier, il a soutenu le régime d'Azerbaïdjan contre des journalistes français. Il a témoigné en faveur du régime contre des journalistes. Est-ce que c'était pas cache investigation d'ailleurs cette histoire-là en Azerbaïdjan? Élise Lucet qui avait été poursuivie par l'Azerbaïdjan. En tout cas, lui, il était du côté de l'Azerbaïdjan. Bref, c'est Christophe Castaner à nouveau qui va lui répondre, en l'absence visiblement d'Agnès Buzyn. Du sujet que vous abordez. Je sais l'importance pour les élus comme pour les citoyens, cette inquiétude qui existe d'avoir l'angoisse qu'en cas d'accident, en cas d'urgence, on puisse ne pas trouver la solution. Mais je voudrais vous rassurer. Oui, c'était bien cache investigation, ok. Du gouvernement de faire en sorte que l'égal accès aux soins pour tous soit une priorité et qu'elle soit traduite, cette ambition, partout, dans les Alpes-de-Haute-Provence comme dans Lyon, et c'est essentiel. Parce que vous m'interrogez sur des situations très concrètes, je vais vous répondre très concrètement. Mon collègue Jean-Baptiste Lemoyne aurait pu le faire parce qu'il a eu les mêmes inquiétudes que vous. Et permettez-moi de vous rassurer sur la question de l'organisation des urgences, qui est effectivement abordée dans le cadre de la stratégie régionale construite par l'Agence régionale de santé. C'est en préparation. Mais je voudrais vous dire... Pourquoi il est debout à côté de Jean Lassalle? Qu'est-ce qu'ils font? J'ai pas compris. Le maintien d'un dispositif d'urgence avec le 15 téléphonique pour faire en sorte que les urgentistes qui sont mobilisés derrière un téléphone le soient dans les services des urgences. Je voudrais aussi vous rassurer sur la nécessité d'une desserte permanente en matière de transport sanitaire héliporté. Il le faut pour toute la région et c'est nécessaire. Et si Mme Buzyn n'était pas actuellement en train de défendre le PLFSS devant le Sénat... Ah oui, c'est ça. Agnès Buzyn, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, est actuellement au Sénat en train de défendre le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est pour ça que c'est Christophe Castaner qui répond au député André Villiers. Et une prochaine réunion a été demandée avec le directeur de l'ARS qui confirmera... L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. Merci, monsieur le ministre. Le député qui finit par s'asseoir après la réponse du gouvernement à sa question. Et c'est au tour de Patrice Perrault. Secrétaire d'État en charge de la transition écologique et solidaire. Madame la ministre, vous revenez tout juste de Bonn, où vous êtes rendue à l'occasion de la COP23. Vous avez participé à cet événement, principalement axé sur le financement de la transition écologique, la ville durable, la résilience des pays vulnérables au changement climatique et le pacte mondial pour l'environnement. Dans ce même temps, un cri d'alarme de 15 000 scientifiques, issus de 184 pays, a retenti, nous montrant l'urgence qu'il y a à agir pour notre planète. Alors que le président de la République et le ministre d'État, ministre à la transition écologique et solidaire, se rendent en Allemagne ce jour même, pouvez-vous nous dire, Madame la ministre, où en sont les négociations internationales climatiques? Comment la France peut-elle faire avancer l'actuelle négociation afin d'éviter ce bien triste constat du « il est bien trop tard » pour inverser la dégradation du monde naturel et notamment le réchauffement climatique? En quoi ces rencontres internationales ont une influence concrète sur nos territoires en métropole et d'outre-mer via notamment l'action gouvernementale? Je vous en remercie. Patrice Perrault, donc, qui demande très simplement des comptes sur les négociations actuellement de la COP23. Où est-ce qu'on en est
Qu'est-ce qu'il en est? Que fait Nicolas Hulot? Que défend la France à Bonn? Et c'est Brune Poirson qui va répondre à nouveau. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Perrault, sur ce sujet, nous ne pouvons pas être résignés. C'est un combat que nous ne pouvons pas perdre et nous devons y mettre toute notre énergie. J'étais effectivement à Bonn ces 2 derniers jours et ce que j'ai constaté, c'est à quel point les acteurs sont mobilisés pour faire avancer les négociations, effectivement. Mobilisés aussi pour trouver des solutions concrètes et les montrer déjà à Bonn. Et la France prend d'ailleurs toute sa part de responsabilité dans la lutte contre le changement climatique et pour faire avancer les négociations. C'est d'ailleurs tout l'objet de la présence du président de la République aujourd'hui à Bonn, ainsi que du ministre d'État Nicolas Hulot. La contribution de la France, d'ailleurs, pays hôte de l'accord de Paris, je le rappelle, et qui a donc une responsabilité particulière, eh bien, se concentre sur 3 priorités à Bonn. La première, c'est l'ambition. La France a une responsabilité particulière, je l'ai dit. Et nous-mêmes, nous nous appliquons cette ambition à nous-mêmes puisque nous avons annoncé et commencé de mettre en œuvre, annoncé en juillet dernier un plan climat qui vise la neutralité carbone d'ici 2050. C'est extrêmement ambitieux. L'action aussi et surtout. La mise en œuvre de l'accord de Paris, c'est ce que nous faisons également en France et ce que nous encourageons nos partenaires à faire. Vous avez ici même, vous êtes prononcé en faveur de la loi qui vise à mettre fin à l'exploitation des hydrocarbures d'ici 2040. La solidarité aussi, notamment ici en France avec le paquet Solidarité Climat, mais aussi vis-à-vis de nos partenaires internationaux, puisque nous contribuerons à hauteur de 5 milliards d'euros à la solidarité climatique à partir de 2020. Mais il s'agit aussi, et vous l'avez souligné, de mettre en œuvre la lutte contre le changement climatique sur nos territoires. Et nous apportons et nous voulons apporter des résultats et des solutions concrètes à ça. Nous le savons, eh bien, des collectivités ont répondu présent, Merci, effectivement. Mais... Madame la ministre. Voilà, Brune Poirson qui ne pourra pas aller beaucoup plus loin dans sa réponse, mais qui a tenu à rappeler les engagements de la France à Bonn, alors qu'Emmanuel Macron est présent aujourd'hui, effectivement, j'avais oublié. 40%, 2,2 millions d'euros. C'est la baisse de crédit que votre gouvernement a prévue pour les associations de consommateurs. C'est-à-dire pour Que Choisir, pour l'INC, pour la Fédération nationale des usagers du train, pour l'Union nationale des associations familiales et pour une quinzaine d'autres organisations. Que pèsent ces 2,2 millions d'euros? Rien. Oserez-vous plaider que pour des sommes aussi dérisoires, il s'agit de sauver les comptes publics, de réduire les déficits? L'oserez-vous alors que... Comme quoi Brune compte pas pour une prune. Merci beaucoup Perceval pour ton don. Ce sont des cadeaux 100 fois, 200, 300 fois supérieurs que vous avez délivrés aux actionnaires. Non, cela ne pèse rien financièrement. Mais cela pèse idéologiquement, cela en dit long sur vous. Car que font ces associations? Elles sont des entraves pour les multinationales, des empêcheuses de tromper, de polluer, de frauder en rond. Sur les perturbateurs endocriniens, sur les frais bancaires, sur les œufs au fipronil, sur les victimes de la dépakine, sur le nouveau lévothyrox, sur le Mediator, sur les nanoparticules ou encore sur l'obsolescence programmée, elles enquiquinent. Elles embêtent les constructeurs automobiles, les champions de l'agroalimentaire, les ténors de la finance, les rois de l'industrie pharmaceutique. Or, comme votre porte-parole, Christophe Castaner, l'a théorisé, il ne faut pas critiquer les entreprises qui réussissent. Et ici même, vous l'avez posé comme un dogme. On ne doit pas dénigrer les entreprises françaises. Loïc Prudhomme, le député de la France Insoumise, qui demande à ce que le gouvernement maintienne les subventions aux associations de consommateurs qui, selon lui, sont des remparts contre la violence des grands groupes capitalistes. En gros, c'est ça son idée. Je précise que Loïc Prudhomme, il est technicien à l'INRA, vous savez, c'est l'Institut National de Recherche Agronomique. Il est également militant syndical et il est particulièrement engagé sur les questions écologiques, notamment sur les perturbateurs endocriniens et sur le glyphosate plus récemment. Vous n'y répondez pas. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Merci Lolaïs, bienvenue à toi. Et c'est Bruno Le Maire qui va lui répondre sur les associations de consommateurs. Nous apprécions aussi les voix dissidentes. Nous sommes prêts à entendre des voix différentes et à écouter les critiques qui peuvent être formulées ici ou là. Sur les associations de consommateurs, bien sûr qu'elles sont utiles, bien sûr qu'elles sont indispensables à la bonne information des consommateurs, au choix qu'ils pourront faire entre différents produits. Bien sûr qu'elles permettent aussi de tempérer des publicités qui sont parfois agressives, uniformes.
Donc nous sommes favorables au travail des associations de consommateurs. Pour vous donner les chiffres, c'était 8,9 millions d'euros de soutien aux associations de consommateurs qui étaient prévus. Nous les avons ramenés à 7,3. Nous mesurons parfaitement les difficultés que cela peut poser aux associations de consommateurs. Donc nous sommes prêts à étudier une réévaluation des soutiens publics aux associations de consommateurs. Ah, Bruno Le Maire qui laisse la porte ouverte à une possible cette répartition soit juste. Augmentation du coup. Certaines associations voient leur soutien diminuer fortement. Ça peut représenter 80% de la réduction du soutien. Pour d'autres, c'est une réduction qui est beaucoup plus infime. Donc regardons, dans un esprit de justice, dans un esprit d'équité, quelles associations de consommateurs ont besoin de quel soutien de la part des pouvoirs publics. Mais je vous le redis, et d'autres députés de La République En Marche ont fait la même démarche au cours des débats sur le projet de loi de finances 2018, et nous les avons entendus. Nous sommes prêts à réévaluer les crédits pour les associations. Ben voilà, vous voyez que les questions de gouvernement, ça sert à quelque chose. Loïc Prud'homme, qui visiblement obtient de la part du ministre de l'économie un accord de principe sur le fait, ok, on va regarder, on va pas baisser les subventions d'un coup, on va jeter un œil, etc. On va vérifier. Des gens du voyage. Brigitte Liso. Mes collègues Petit, Ausson, Lecoq et Pietrazinski. Estimés entre 400 et 500 000, ces Français n'ont toujours pas trouvé leur place dans notre société. Et pourtant, plusieurs initiatives ont été prises, comme la loi Besson 1, obligeant les villes de plus de 5 000 habitants à prévoir des emplacements de séjour, la loi Besson 2, imposant la construction et la mise à disposition d'aires permanentes d'accueil, la loi de 2003, renforçant les peines encourues lors d'occupation illégale de terrain. Plus récemment, la loi de 2016, mettant fin aux inacceptables livrets de circulation. Cependant, la situation demeure préoccupante et le mal persiste. D'une part, on constate des occupations illégales de terrain, d'autre part, un manque de structures dédiées. La grande majorité des gens du voyage se déclarent prêtes à se soumettre aux règles de la République si l'on reconnaît et garantit son mode de vie. Les sujets ne manquent pas. Le défi de la sédentarisation, mais aussi son volet social concernant les questions sanitaires et éducatives, en particulier les enfants. En effet, aujourd'hui, entre 5 000 et 7 000 de ces jeunes n'ont pas accès à l'éducation. Cela, la République ne peut s'en satisfaire. Comme l'a dit hier le président de la République à Tourcoing, donner accès à la République, c'est aussi garantir la dignité de chacun. Brigitte Liso, la députée du Nord, qui pose une question sur les gens du voyage. Elle demande au gouvernement sa position sur cette question-là, en dénonçant notamment le fait qu'il manque des infrastructures d'accueil et que c'est en grande partie la raison pour laquelle il y a des occupations illégales de terrain par certains gens du voyage. Je précise que c'est une commerçante, Brigitte Liso, elle vient de Lille. Elle a créé un restaurant de cuisine française moderne par le passé, et en 2015, elle a aussi ouvert une pâtisserie dans le Vieux-Lille. C'est con, j'y étais hier, si j'avais su, je serais allé manger des pâtisseries chez Brigitte Liso. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. C'est Jacqueline Gouraud qui lui répond. L'État a toujours été mobilisé pour garantir, dans les meilleures conditions, l'accueil des gens du voyage. Les collectivités territoriales, d'ailleurs, prennent toute leur part sur la gestion de l'accueil des gens du voyage. Pour ce qui concerne le droit commun de l'accueil des gens du voyage, issu de la loi du 5 juillet 2000, dite loi Besson, eh bien, elle a été largement enrichie depuis, d'ailleurs. Cette loi organise la responsabilité entre l'État et les collectivités territoriales. Et vous savez que les communes de plus de 5 000 habitants ont des obligations, au premier rang desquelles figure la réalisation d'aires d'accueil des gens du voyage sur la base de schémas départementaux. Le nombre de places disponibles en aires permanentes d'accueil aménagées s'élève aujourd'hui à 26 755, soit 70,2% du total des prescriptions des schémas départementaux. Il ne faut donc pas, à mon avis, trop noircir le tableau général. 18 départements ont même réalisé leur schéma à 100%. D'ailleurs, vous savez que le pouvoir de police du maire, qui peut interdire par arrêté le stationnement en dehors des aires aménagées, est conditionné
à la réalisation des aires prévues. Pour l'instant, Jacqueline Gouraud, elle fait que rappeler la loi. Hein. Donc, c'est une sécurité aussi, si je puis dire, pour l'accueil des gens du voyage. La loi du 27 janvier 2017. Ouais, désolé, c'est moi la modération, j'ai mis ce clic. De nouvelles. Du coup, Xan, elle s'en est pris dans la gueule alors que... Pour les gens du voyage, notamment avec la liberté... Ah, dommage, bah tiens, du coup, t'es banni. La carte dite de circulation. Au revoir. À ma connaissance, et dans la plupart des cas, bien sûr, les enfants des gens du voyage sont assurés, Madame la ministre, sont la parole accueillis est à dans les Monsieur écoles de la Christophe République. Lejeune. Monsieur le Président, Allez-y, monsieur Mesdames le et député. Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Armées. Madame la ministre, vous venez de présenter le plan d'accompagnement des familles et d'amélioration des conditions de vie des militaires pour la période 2018-2022. Ce plan famille était très attendu par l'ensemble des militaires et civils de la Défense. Les nouvelles mesures de ce plan représentent 300 millions d'euros de crédits nouveaux sur 5 ans, qui répondent de manière concrète et visible aux contraintes inhérentes à la vie militaire. Elles sont élaborées principalement pour soutenir les militaires qui portent l'engagement opérationnel, ainsi que pour leurs familles qui en supportent les contraintes. Avec ce plan, vous faites des conditions d'exercice du métier des armes l'une de vos priorités pour la prochaine loi de programmation militaire, avec un seul credo: il n'y a pas de soldat fort sans famille heureuse. Le bonheur des familles passe dans un premier temps. Christophe Lejeune, il en connaît un rayon en famille de militaires puisqu'il est lui-même fils de militaire. Et donc c'est lui qui pose une question au gouvernement sur le plan en faveur des familles de militaires. Vous savez que ça avait été un sujet pendant le précédent quinquennat, il y avait des vrais problèmes, notamment sur la question de la rémunération des militaires. Il y a même eu des manifestations de compagnes de militaires pour se plaindre du retard de versement des soldes. Christophe Lejeune, il a été élu en 2017 et il est vraiment branché sur la question militaire. Il est courtier en assurance de profession, mais à la limite c'est pas ça vraiment qui est intéressant. C'est vraiment sur les sujets armés et défense qu'il est à la pointe de l'information, enfin à la pointe quoi, tout simplement. Qu'est-ce qui sera mis en œuvre à travers ce plan famille pour favoriser l'accès à l'emploi des conjoints de militaires et civils de la Défense à proximité de leur lieu d'affectation? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Florence. Voilà, la condition d'exercice, les conditions d'exercice des militaires en France, leur rémunération, leurs affectations, etc. C'est la question à Florence Parly. Est une réponse nécessaire à une attente que... Florence, ça s'écrit avec un A ou avec un E, j'ai un doute. Les hommes et les femmes qui se battent pour la France, ainsi que tous ceux qui les soutiennent, pouvaient avoir. Vous avez... Les femmes qui se battent pour la France. Excusez-moi, il y a juste un problème. Tous ceux qui les soutiennent pouvaient avoir. Vous avez mis le doigt sur la question délicate de la mobilité et des conséquences que celle-ci peut avoir pour les conjoints qui ont une activité professionnelle et qui ne peuvent pas nécessairement bénéficier aujourd'hui d'un accompagnement. Alors, quelles sont les réponses que nous proposons? Tout d'abord, dès l'année 2018, j'ai demandé que les mutations soient annoncées dans 80% des cas au moins 5 mois avant qu'elles n'interviennent. Ceci afin que les militaires et leurs familles aient le temps de s'organiser. D'autre part, j'ai souhaité que l'agence de reclassement professionnel pour les militaires, qui s'appelle Défense Mobilité, puisse également étendre ses prestations aux conjoints d'un militaire lorsque celui-ci est muté. Par ailleurs, lorsque le ou la conjointe d'un militaire actif ou active travaille dans l'administration, j'ai souhaité engager avec mes collègues du gouvernement une discussion avec les ministères pour faciliter la mutation de ces conjoints. Ah, c'est intéressant ça. Faciliter... Vous savez que la mobilité, c'est quelque chose de pas simple. Hein. Quand vous êtes fonctionnaire d'État, vous pouvez demander à changer de zone géographique, etc. Vous êtes prof dans le Nord, vous voulez aller dans l'Est, vous voulez rejoindre votre mari, votre épouse, etc. Il y a un principe de mobilité dans la gestion des ressources humaines de l'État. Et donc Florence Parly, en gros, ce qu'elle explique, c'est que pour la question des militaires, c'est particulier. Et donc quand la femme d'un militaire travaille dans l'administration elle-même, ou le mari d'une militaire, d'ailleurs ça marche dans les deux sens, d'ailleurs c'est assez souvent le cas, et que la mobilité soit facilitée. En gros, quand le conjoint ou la conjointe militaire se retrouve muté dans le sud de la France, on essaie de faciliter la mutation de son compagnon ou de sa compagne dans le sud également. Voilà, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette séance. J'espère que ça vous a plu.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va débriefer ça ensemble rapidement et ensuite on va rendre l'antenne. Je vous rappelle que ce soir vous avez l'émission au Canada à 19h ou 19h30, je ne sais plus. Pardon 45, 19h45. Combien y a-t-il de militaires français aujourd'hui? Ça c'est une bonne question ça. Les effectifs de l'armée en France? C'est une bonne question. 300 000. Voilà. 300 000 actifs. T'as la réponse. Elle consiste en quoi l'émission de ce soir? Salut Nairi. C'est au Canada, c'est le suivi de l'actualité canadienne. En gros. C'est exactement comme ce que tu viens de voir, mais la version avec le Parlement canadien ou québécois. Ça, c'est Florian qui décide, c'est Florian qui présente l'émission de ce soir. Dans ma tête, 60 000 et ça me paraît ridicule. Non, par contre, il y en a très peu qui sont déployés à l'étranger. Je crois que c'est 15 ou 20 000. Bonjour Jean, j'ai toujours pas compris comment on choisit à qui c'est le tour de poser la question. C'est proportionnel à la taille des groupes à l'Assemblée nationale. Exactement, c'est comme ça que ça marche. Il y a 15 questions à poser. Les 15 questions sont distribuées aux groupes politiques. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a 5 groupes politiques, 5 ou 6. Et les questions sont distribuées aux groupes en fonction de la taille des groupes. Plus le groupe est gros, plus il a de questions à poser. Donc le principal groupe, c'est le groupe majoritaire, c'est En Marche. Donc c'est normal que ce soit eux qui aient le plus de questions à poser. Et ensuite, on distribue le reste au prorata du poids des groupes. Et au sein des groupes, ensuite, ils se démerdent. Chacun des groupes, écoutez, aujourd'hui, on a 4 questions à poser. Qui veut poser des questions, les copains? Il y en a 4 qui lèvent la main. Moi, je veux parler de ça. Moi, je veux parler de ça. Les mecs, qui discutent entre eux. Ouais, ta question est intéressante, mais je pense qu'on peut plutôt la poser la semaine prochaine et tout. Voilà. Voilà comment on arrive à avoir la liste des questions. C'est pas censé être la semaine de relâche pour le Canada? Non. Non. 30 000 déployés hors métropole? Ah ouais, quand même. Des nouvelles des 2 commissions sur l'ouverture des travaux de l'Assemblée nationale? Non, pas de nouvelles. Et les ministres découvrent la question en direct, comment ils choisissent de répondre? Alors non, les ministres ne découvrent pas les questions en direct. En fait, quand la question est posée par un député de la majorité, les ministres connaissent en général la question, puisque ce sont des députés de la majorité qui sont là pour aider les ministres, ils sont pas contre eux, ils sont avec eux, donc ils communiquent ensemble sur la question, la réponse, etc. Ça peut se faire dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que ça peut être un ministre qui dit moi dans mon ministère j'ai une grosse actu en ce moment, je viens de lancer un plan contre le tabac, etc. J'aimerais bien qu'un député me pose une question, ça me permettrait de défendre mon plan et tout. Il y en a pas un là qui veut poser une question, moi j'aime bien les sujets de santé, je travaille dessus, en général c'est les députés de la commission, machin. Ils s'organisent entre eux quoi. Parfois c'est l'inverse, parfois c'est un député qui dit, un député de la majorité qui dit au ministre, moi demain je voudrais vous poser une question sur ce sujet-là parce que moi je trouve que c'est important. Voilà, je vous dis la question que je vais vous poser, comme ça vous pouvez préparer votre réponse et tout, mais j'ai vraiment besoin d'avoir une réponse claire sur ce sujet-là. Et après il y a des députés de l'opposition, les députés de l'opposition ils sont pas là pour aider le gouvernement, donc eux ils font ce qu'ils veulent en fait, ils peuvent donner la question au gouvernement avant s'ils ont envie, parce qu'ils veulent une réponse précise par exemple, ou alors ils peuvent ne pas donner leur question en avance en disant bah écoutez je les emmerde, moi je suis pas là pour les aider, je poserai une question et puis ils se démerderont. Mais de toute façon les députés les ministres sont pas complètement cons, ils ont des cabinets qui travaillent avec eux et qui savent détecter, essayer de détecter. Quand on sait, la seule liste qu'on a c'est la liste des gens qui vont poser une question. Donc quand on sait que Meir Habib va poser une question, a priori, ça va parler d'Israël. Meir Habib, ça va faire bientôt 10 ans qu'il ne parle que de ce sujet-là, donc a priori, il va parler d'Israël. Donc, le ministre des Affaires étrangères prépare une réponse en disant oui, à tous les coups, il va me faire chier sur ce coup-là. Donc, hop là, tac, réponse. Il prépare quelques éléments et tout. On verra bien la question après, on la découvre. Mais voilà. Voilà comment ça marche. Il n'y a pas d'automaticité en tout cas. Suite à la question de Meir Habib, est-ce qu'un député qui emploie des termes haineux peut être sanctionné? Et si oui, comment? Oui, bien sûr que oui, il peut être sanctionné sur décision du bureau de l'Assemblée nationale. 180 000 militaires, faudrait savoir. Moi je suis sur la page Wikipédia des forces armées françaises. En 2015, il y avait 300 000 actifs, dont 200 000... Ouais, c'est ça. 200 000 dans la gendarmerie, et des déployés hors péri, 13 000. Voilà, c'est les chiffres que j'ai sous les yeux. Et les réservistes, 27 000. Voilà. Mais c'est peut-être que les chiffres sont pas bons, j'en sais rien.
Whatever. Whatever. Les décisions du bureau sont connues comment? Eh ben sur les comptes rendus. Et Meir Habib, il a le droit de limiter la totalité de sa circo à Israël. Alors c'est pas lui qui délimite la circo, mais il est effectivement député des Français de l'étranger de la zone méditerranéenne Est. Donc ça couvre la Turquie, le Liban, Israël. Je sais pas d'ailleurs jusqu'où ça va sa circo, il faudra vérifier sur une carte. Mais voilà. Mais je crois que je veux pas dire de conneries, mais je crois que l'essentiel des Français établis hors de France qui composent son électorat sont établis en Israël. Hein. Comment ça se passe la relation entre les Français à l'étranger, les ambassades et les députés représentants? Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est quoi ta question? Les relations entre les Français à l'étranger, les ambassades et les députés représentants. Bah, les ambassades, c'est les institutions qui représentent l'État français à l'étranger. Les députés, ce sont les personnes qui représentent les Français établis à l'étranger. Et les relations se passent bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils font des réunions, ils discutent. Une pote assistante parlementaire me dit que la France Insoumise s'est barrée. Je remonte vers quelle heure pour voir ça? Tu remontes vers 15h20? Tu verras ce moment où Meir Habib posait une question. Du coup, il devrait représenter les franco-palestiniens aussi. Non, mais vous savez ce que c'est que la représentation des Français. Hein. C'est une représentation, c'est politique. Hein. Il représente tout le monde, il représente tous les Français établis hors de France. Mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec l'opinion de tous les Français établis dans ces circonscriptions. Il est élu à la majorité, hein, comme vous et moi. Hein. Pas comme vous et moi, mais comme tous les autres députés. GDR aussi s'est barré. Oui, GDR aussi, ils sont barrés. Bah, en même temps, Meir Habib, il a fait une question anti-insoumission et anti-palestinienne assez primaire, hein, donc c'est pas très étonnant que les pro-palestiniens de l'hémicycle se barrent à ce moment-là. Est-ce qu'on a une ambassade en Palestine? Je ne crois pas. Il doit y avoir un bureau de représentation français. Mais la Palestine n'est pas un pays comme les autres. C'est une autorité palestinienne, c'est pas encore un État. Le jour où il y aura un État, oui, de fait, il y aura une représentation diplomatique. Si un jour il y a un État. Meir Habib, j'ai bien entendu qu'il avait traité la France Insoumise d'antisémite ou c'est moi? Oui, alors il n'a pas dit aussi directement que ça, mais c'est la même idée. C'est-à-dire qu'il a dénoncé vertement les députés de la France Insoumise en les traitant de faire le jeu de l'islamisme qui tue en permanence, en disant qu'il a dit que l'antisionisme c'était le nouvel antisémitisme. C'est une manière de les traiter d'antisémites, oui, ça c'est assez clair. Il les a traités d'islamo-gauchistes, ça par contre c'est vrai. Elle se termine quand la COP 23? Parce que quand Hulot va revenir, il va y avoir pas mal de questions sur ce qui aura été décidé ou pas décidé. Oui, effectivement, tu as parfaitement raison. La COP23 se termine. Honnêtement, je sais pas, on est mercredi, ça doit être à la fin de la semaine. Aujourd'hui, il y a Emmanuel Macron qui est à Bonn à la COP23. Donc, à mon avis, oui, ça se termine à la fin de la semaine, là. Il a pas dit islamo-gauchiste? Si, il a dit islamo-gauchiste. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des ambassades dans les dictatures? Oui, pas dans toutes. Mais le fait qu'un pays soit dirigé par une dictature n'empêche pas le fait qu'il y ait une représentation diplomatique dans ce pays. Avoir une ambassade dans un pays ne veut pas dire soutenir le gouvernement de ce pays, hein, ça marche pas comme ça, c'est pas aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'un islamologue? Un islamologue est un spécialiste de la région musulmane. Comme un musicologue est un spécialiste de la musique. La Palestine n'est pas reconnue en tant qu'État par la France? Non, la France ne reconnaît pas d'État palestinien. L'ONU non plus ne reconnaît pas d'État palestinien, mais il y a une autorité palestinienne reconnue internationalement. Wait, c'était pas hier les QAG. Alors c'est formidable les QAG, c'est parce que c'est le mercredi et le mardi. C'est fou, hein. Donc voilà.
Moi j'espère que cette séance vous a plu, elle a été particulièrement houleuse au moment où Meyer Habib a pris la parole, puisqu'on a effectivement vu le départ des députés Insoumis et GDR, on a vu Gilbert Collard ensuite qui a parlé des prières de rue, en disant que c'était intolérable. Édouard Philippe, il a fait une longue réponse à un moment où il s'est fait couper la parole, c'était sur quoi? Sur EDF. Ouais, sur EDF. On n'a pas parlé d'Altis par contre, SFR, tout ça. Peut-être pour la semaine prochaine, on verra. Peut-être que d'ici la semaine prochaine, les choses auront évolué. C'est normal de qualifier d'autres camps comme des islamo-gauchistes. Écoute, c'est de la politique, hein, c'est la politique du verbe, ils s'envoient des noms d'oiseaux. Est-ce que c'est normal? Oui, j'ai envie de te dire, c'est habituel malheureusement. On pourrait avoir un député qui représente les Français en Iran, qui disent autant de conneries sans se faire taper violemment sur les doigts. Mais il y a un député qui représente les Français en Iran. Alors, il dit pas de conneries, je crois pas, mais... Mis à part passer les plats, De Rugy sert à quoi? Alors De Rugy, il est président de l'Assemblée nationale, c'est un des personnages les plus importants de l'État français et de la République. Et pendant les questions au gouvernement, il sert pas à grand chose effectivement, mais parce que c'est une séance qui n'a pas beaucoup d'utilité. La présidence de séance dans ces séances-là sert pas à grand chose. Mais le reste du temps, crois-moi que De Rugy, le mec est quand même président de l'Assemblée nationale, il a quand même 2-3 menus responsabilités. C'est pas de la diffamation ou de l'injure. Ça pourrait relever de la diffamation ou de l'injure, mais pour ça il faudrait qu'il y ait une plainte et qu'un juge se prononce. Petite question, est-ce qu'un pays comme la Chine, dirigé par une minorité, peut être appelé autocratie? Comment c'est une minorité? Hein? C'est pas une minorité qui dirige la Chine. Il se passe quoi avec SFR au juste? La maison mère d'SFR, qui est une entreprise qui s'appelle Altis, est en train de s'effondrer en bourse. Et c'est assez inquiétant pour les salariés du groupe qui du coup s'inquiètent de l'avenir de l'entreprise. Le FN ne pose jamais de questions, me semble-t-il. Est-ce normal? Bah t'es con, t'as pas regardé la séance cet après-midi, le Front National a posé une question. C'était Gilbert Collard. Leur sous-nombre, ils ne constituent pas un groupe suffisamment gros. Bah c'est exactement ça. Il n'y a pas de groupe Front National à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas assez nombreux. Un islamologue est-il forcément musulman? Non. Non, non. Son expertise est totalement indépendante de sa foi personnelle. La Chine est une dictature. Plus compliqué que ça. La Chine est un régime autoritaire. Une dictature, ça répond à une définition précise. Pour qu'il y ait une dictature, il faut qu'il y ait un dictateur. Donc il y a une question de la personnification du pouvoir qui est assez importante pour parler de dictature. Mais c'est vrai que dans le langage courant, en général, on utilise le mot dictature pour désigner des régimes autoritaires. C'est assez fréquent, ça. Je prends le Venezuela, par exemple. Non, je vais pas parler du Venezuela, ça va énerver les insoumis. Ambassadeur n'est pas la même chose qu'un député? Si. Non, ambassadeur n'est pas du tout la même chose qu'un député. Un député est un homme politique, un ambassadeur est un haut fonctionnaire. Un ambassadeur obéit au gouvernement, un député contrôle l'action du gouvernement. Pas du tout pareil. Comme la Corée du Nord. La Corée du Nord est une dictature, par exemple. Voilà. Mais aucune dictature n'est pas pour autant autoritaire. Toutes les dictatures sont des régimes autoritaires. Tous les régimes autoritaires ne sont pas des dictatures. Trigger insoumis. Ouais, non, je sais, faut faire gaffe avec le Venezuela. Ceux qui dirigent c'est le Congrès communiste chinois, c'est une autocratie. Je sais pas ce que c'est qu'une autocratie, moi. Une autocratie, c'est un pouvoir auto-désigné. Je sais pas, c'est bizarre. Et non, ceux qui dirigent le parti communiste chinois, le Congrès, ce sont des... Non, ça peut être une... comment on dit, une... non, pas du tout une aristocratie, une plutocratie. Non, non plus, pas une plutocratie, c'est encore différent. L'autocratie est un régime politique où un seul individu détient le pouvoir, alors qualifié de pouvoir personnel et absolu. Oui, donc c'est très proche d'une dictature. À la différence qu'une dictature, t'as aussi de la violation des libertés fondamentales. Non, je voulais dire quoi? C'était quoi le mot que je cherchais? Oligarchie. Une oligarchie, voilà. Après, on s'en fout pas mal de... Enfin, après, c'est vous qui voyez, mais l'étiquette qu'on met sur un régime, c'est pas le plus intéressant. D'ailleurs, le président de la République ne participe à aucun moment aux questions au gouvernement, il n'intervient jamais au Parlement. Non, le président de la République n'a pas sa place à l'Assemblée nationale, le pouvoir président de la République est le dépositeur de l'autorité exécutive, alors que l'Assemblée nationale, c'est le règne du pouvoir législatif, et pour des raisons de séparation des pouvoirs, le président de la République ne pénètre jamais dans l'enceinte du Parlement, ça lui est absolument défendu. Il n'en a pas le droit.
Sauf pour le Congrès, mais tu remarqueras que le Congrès ne se tient pas dans le Palais Bourbon, mais bien à Versailles, dans un lieu neutre, qui n'est ni l'Élysée, ni le Palais Bourbon. Comme tous les Allemands ne sont pas nazis. Oui, je connais cette théorie. Les modos du stream, régime autoritaire ou dictature. C'est une modocratie, c'est encore autre chose. C'est un régime modocratique, voilà. Qui est-ce qui parlait de réformer les QAG pour laisser davantage de parole à l'opposition? Il y en a plusieurs qui en ont parlé. Il y a Bernard Cazeneuve, il y a des députés de l'opposition. Il y a François de Rugy qui a évoqué la question à plusieurs reprises. On verra, on verra. Moi j'y crois pas trop, mais faut voir. C'est possible que les QAG soient réformés. Donc on peut exprimer un message assez haineux à l'Assemblée nationale et n'avoir donc aucun problème. Quelle belle représentation nationale. Mais pour que tu aies un problème, il faut qu'il y ait une poursuite. Il faut que tu aies une poursuite devant les juridictions pénales compétentes en matière de délit d'infraction à la législation sur la liberté d'expression. Si des députés estiment que des barrières ont été franchies par le député Meyer Habib, alors ils pourront porter plainte. Alors ça m'étonnerait qu'ils portent plainte devant la justice, ils porteront plainte devant le bureau de l'Assemblée nationale pour demander que des sanctions soient prises contre Meyer Habib. Mais si personne ne se plaint, oui, effectivement, tu peux ne pas avoir de problème, oui. Ce serait bien, c'est un peu ridicule de poser une question avec des réponses préparées alors que le gouvernement a déjà un temps de parole énorme. Mais ça, tu pourras pas empêcher les députés de la majorité d'être députés de la majorité, ça changera pas grand-chose. Ah non, tu veux dire que les députés de l'opposition aient plus de parole? Ouais, peut-être. Des infos sur le prochain Apéropolis. Oui, une information importante, c'est le 9 décembre. Donc tout de suite, tu ouvres ton Google Agenda, tu vas au 9 décembre et tu marques Apéropolis. Et si t'es pas à Paris, bah tu réserves un Airbnb, tu te débrouilles, tu vas sur le Discord d'Acropolis pour trouver les autres personnes, voir qui peut t'héberger, comment on s'organise et tout. Comment on peut trouver ce que fait notre député lorsqu'il semble ne rien faire d'après nos députés? Bah tu peux aller sur son blog, tu peux aller lui demander sur Twitter. Où, quand, comment, pourquoi le 9 décembre? Comment et pourquoi? Bah, dans un bar, pourquoi? Pour picoler. Quand? Le 9 décembre. Bah voilà, t'as la réponse à tes 3 questions. À Paris, oui, à Paris. Un député qui agresse un autre à coups de casque ne quitte pas son siège. Non, mais son immunité... Non, mais attends, un député peut être responsable devant la justice, hein. En l'occurrence, il n'y a pas d'immunité parlementaire. Le mec qui a agressé... Attends, le député qui a agressé à coup de casque un mec, en l'occurrence un autre candidat à la députation, mais ça change rien, il est injusticiable comme les autres, hein. Le mec, il n'a pas un traitement de faveur parce qu'il est député. Contrairement à ce qu'on peut lire par-ci par-là, hein. Le mec, il n'y a pas d'immunité parlementaire, etc. Il va être convoqué, il va devoir répondre de ses actes, etc. Acropolis, à quand un apéropolis dans cette belle ville qui est Nancy? Ah mais la question des apéropolis, c'est pas nous qui le décidons, hein, c'est vous. Si tu trouves du côté de Nancy suffisamment de gens pour organiser un apéropolis, tu nous tiens au courant? Bah si c'est pas dans le nord de Paris, why not? Bon, ça va, tu peux traverser Paris. Pas d'immunité parce que flagrance, effectivement. Flagrance, il y a flagrance. Et même s'il y avait pas eu flagrance, à mon avis, l'immunité aurait été levée.
Voilà, bon écoutez chers amis, il est 16h34, on a fini cette séance de questions d'actualité au gouvernement, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h45 en direct sur Acropolis avec Florian qui vous fera l'émission au Canada. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Je tiens à remercier tout particulièrement les personnes qui ont préparé cette émission. Il s'agit de la formidable équipe emmenée par Amy avec Romain et Thomas dedans. Et Sylvain également. Un grand merci à Sylvain qui s'est occupé de la régie pendant cette émission. Merci à vous, merci aux bénévoles d'Acropolis, merci aux modérateurs. Bienvenue aux nouveaux. Pensez à suivre, cette chaîne, pensez à vous abonner, pensez à mettre des pouces bleus dans tous les sens. Gros bisous, bonne fin de journée, à tout à l'heure 19h45, générique, fin d'émission. Ciao.